Que fait-on sur Terre? D'où venons-nous? Quel est notre rôle, notre mission? Avons-nous choisi nos parents, nos épreuves et nos embûches? Et nos enfants, quant à eux, nous ont-ils également choisis? Toutes ces questions tournent-elles autour d'une roue hasardeuse, parfois clémente et bien souvent cruelle, ou au contraire, autour de choix conscients et délibérés effectués en amont, juste avant notre incarnation? Et si tel était le cas, pourquoi diantre choisirions-nous de vivre la malchance, l'injustice, la haine ou l'adversité? Quelles âmes seraient-elles donc assez stupides pour faire de tels choix? À l'heure où le monde se mue, où les croyances s'effondrent et se solidifient à la fois, où l'ombre tente à nous faire croire au non-sens de la vie, en nous chuchotant insidieusement que tout cela est en vain, qu'il s'agit d'une prison dans laquelle nous involuons, sans aucun but précis, si ce n'est le chaos, il en est une qui, il y a bien longtemps déjà, a pris conscience à travers une expérience de vie extraordinaire d'une réalité bien différente. Alexis Ambre, bonjour et merci de venir à nouveau ensoleiller notre antenne. Bonjour à vous. Merci aussi de prendre contact avec moi et de me faire confiance. Tamara, on peut confier à Alexis et à notre audience que c'est notre coup de cœur, toutes saisons confondues? Toutes saisons confondues, c'est notre mamie soleil à nous, c'est notre source inconditionnelle d'amour dans laquelle on peut puiser dès qu'il suffit de lui passer un petit coup de fil ou de lire ses bouquins. Oui, je crois qu'on peut l'affirmer haut et fort. Oh, vous me faites du bien. On peut aussi témoigner du fait qu'on n'a jamais autant été contacté suite à une émission avec un intervenant. C'était juste rocambolesque et on a dû, hélas, renvoyer toutes les demandes vers ta maison d'édition sans trop pouvoir faire autrement. On a reçu énormément de messages d'amour, de bienveillance et de gratitude à ton égard, mais pas que. On a aussi eu un bon nombre de SOS, de personnes dans l'impasse rencontrant de graves problèmes. On s'est retrouvé totalement en berne face à tous ces appels de détresse, car Alexis, comme elle avait précisé, est une femme certes pleine de vie et d'amour, mais tout de même assez âgée. Elle nous avait confié qu'elle ne souhaitait pas communiquer publiquement de contact, étant déjà initialement débordée. Alors Alexis, en vue de cette cohue, je me ferais lapider sur la place publique si je ne réitérais pas la question. Es-tu partiellement disponible pour d'éventuelles consultations pour les cas les plus graves, admettons? Eh bien, écoute, d'abord, merci infiniment à tous ceux qui ont répondu et envoyé de leur amour, et je leur envoie le mien. J'avoue honnêtement être débordée depuis Âme Médecine et tous les appels que nous avons reçus. Francky, qui m'assiste, fait mon secrétariat, n'arrive plus à répondre à la demande. Et j'avoue humblement que le travail qui m'est donné de faire m'oblige à rentrer dans des états de conscience différés, dans des transes qui sont extrêmement dangereuses pour mon cœur, parce que je voudrais quand même expliquer à la plupart de ces personnes que quand je pars dans ces états de conscience, mon cœur qui normalement est à 70 pulsations minutes, dès l'instant où je pars dans la lumière, monte à 180 pour redescendre à 50 en état de transe. Donc je suis en transe totale. Et quand je reviens, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, parce que là où ils sont toujours extrêmement précis quant au temps qu'ils m'accordent pour que mon cœur ne souffre pas trop, eh bien maintenant ces transes me fatiguent terriblement. Je peux plus, ne serait-ce que personnellement, j'ai envie d'aider tout le monde, mais je ne peux pas physiquement assumer toutes les demandes. Et j'en reçois énormément parce que mon éditeur m'en a renvoyé, ça n'arrête pas de sonner. Francky peut même plus faire son boulot pour elle-même, tellement elle est débordée. Et il y a des cas extrêmement difficiles, c'est vrai. On peut toujours en envoyer quelques-uns, mais je ne pourrais pas répondre à tout le monde, je l'avoue humblement. Hein. Oui, tu peux pas porter toute la misère du monde sur tes épaules. Et on rappelle en parallèle à tous nos auditeurs que nous avons une plateforme de thérapeutes quantiques, donc de médiums partout en France, voire dans le monde. Alors allez jeter un coup d'œil. Vous trouverez très certainement dans les filtres une personne compétente et disponible à proximité de chez vous. Sachez par ailleurs que certains proposent leurs services en don libre, parfois gratuitement. C'est donc tout sauf un énième site de charlatans à 15 € la minute. Et pour finir, contrairement aux autres, les coordonnées des thérapeutes sont toujours affichées. Nous ne faisons aucune rétention d'informations. Donc libre à vous de chercher, d'aller directement les contacter. Si vous avez un problème sérieux, AMED, CINE, à médecine, vous tapez ça sur les moteurs de recherche. Toute la première page nous est directement dédiée. Sans transition, on passe à l'échange que nous allons faire à partir d'un de tes ouvrages intitulé « J'ai oublié mon sac sur la lune » aux éditions Clair de Terre. Ouais. Et on va commencer par l'une des questions. Ça n'est plus aux éditions Clair de Terre. Ça n'est plus Clair de Terre, hein. Oui, mais c'était l'ancien. Ah d'accord, c'est l'exemplaire qu'on a reçu. Alors quelle est la nouvelle maison d'édition? Eh bien c'est Pictos,
Pictos. Pictos, qui a repris tous mes livres, que ce soit Qui dit que la mort est une fin, J'ai oublié mon sac sur la lune et Joseph Emmanuel. Et puis le prochain qui va sortir fin septembre, début octobre, qui est sur l'Atlantide. Et puis plus tard, un autre que je suis en train d'écrire et qui est l'histoire de Moïse. Alors, gros erratum et un mea culpa à notre ami de chez Pictos, d'ailleurs, avec qui Tamara est en contact. Oui. On commence avec l'une des questions de nos co-créateurs, l'un des plus fidèles, en l'occurrence Cédric Smash, qui te demande: si je considère que le sac oublié est une métaphore, pourrait-on le voir comme l'oubli des vies passées par l'âme lorsqu'elle se réincarne, et pourquoi l'avoir oublié sur la Lune? Alors, la question est très intéressante. L'oublié sur la Lune, c'est une expression que mon petit-fils m'a donnée quand il était dans le ventre de sa mère et qu'il se préparait à descendre en ayant choisi sa vie, en ayant choisi son chemin, ses parents, etc. Et où, au moment où il est prêt, il laisse symboliquement son sac sur la Lune. C'est-à-dire, la vie sur Terre est un jeu de rôle. Je m'évertue à le dire, c'est pas obligatoire, nous sommes des comédiens et quand on décide de faire l'expérience de la Terre, qui est une des plus difficiles expériences proposées par l'univers, puisque c'est celle de l'ego du mental, c'est sérieux, hein, parce que le mental ici, il est particulièrement bavard. Donc, quand on décide de faire cette expérience de la Terre, on va choisir un rôle, comme n'importe quel comédien, qu'il soit roi ou mendiant, et il va apprendre par cœur son texte. Il va choisir ses partenaires qu'il connaît et qui étaient d'accord avec lui pour descendre sur Terre, jouer sur cette scène de théâtre extraordinaire. Il va prendre un costume qu'on appelle un corps pour rentrer dans le décor. Il va avoir un ordinateur qui est sa tête, mais comme le cosmonaute, eh bien, il est isolé, il perd la mémoire comme le comédien, il descend après avoir appris tout son scénario par cœur. Et quand il est prêt, que ces planètes sont prêtes, puisque les planètes, nous sommes dans un monde stellaire, entouré de planètes, elles incident sur nos comportements et quand elles sont prêtes, le déclenchement est fait, l'esprit descend dans le ventre de la maman entre 2 mois et demi et 3 mois de grossesse. Tant qu'il est dans le ventre de maman à pousser, il se souvient de qui il est, pourquoi il est, mais dès l'instant où il apparaît qu'il naît sur Terre, il perd la mémoire. Alors les enfants n'ont pas d'inhibition, ils ont des souvenirs parcellaires inconscients, mais dès l'instant où on va rentrer dans la vie, c'est-à-dire que on a sur notre crâne à la naissance, on a ce qu'on appelle une fontanelle, c'est un os qui se ferme à 7 ans, il se soude à 7 ans, il se ferme à 3 mois et il se soude à 7 ans. Et à partir de là, eh bien, le génie que nous sommes s'enferme dans la lampe d'Aladin à la recherche de son texte. Il est lancé sur scène tout seul et il est obligé de travailler en fonction de sa mémoire inconsciente. Donc, il a oublié son sac sur la Lune, ou moi j'appelle ça dans la loge de l'acteur qui a laissé son scénario. Tu as déjà évoqué énormément de points. Énormément. Oui. Là, on va revenir sur chacun d'entre eux. Hein. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Cet ouvrage, J'ai oublié mon sac sur la Lune, il a été découpé en 2 parties, si je puis dire. La première relate toutes les péripéties que tu as vécues dans l'entrepreneuriat. Une histoire assez extraordinaire que tu as vécue avec Bambi, hein, donc ta sœur. Oui, c'est Francky. C'est Francky, voilà, mais que tu prénommes Bambi dans l'ouvrage. Et ça commence par ce message que tu as reçu. Alors, je te cite, et je vais faire beaucoup de citations. Tu vas créer un lieu où les hommes se réunifient à travers des arts. Certains vont exister, d'autres réexister, d'autres ne jamais exister. Tu seras confronté à la jalousie, à l'envie, à la corruption, bref, au malin. Tu puiseras en toi la force d'aller, par ta foi, ton esprit inventif, ta créativité, jusqu'au bout. Et cette histoire, Tamara, tu es d'accord avec moi, c'est un sac de nœuds et à la fois une aventure incroyable. Oui, c'est une valse incessante des égos. C'est comme si moi je te voyais un petit peu au milieu d'une ronde et d'une farandole un petit peu infernale. Alors bon, les lecteurs candides un peu que nous sommes, on va se poser de suite la question: «Mais pourquoi? Mais pourquoi elle vit tout ça au fil des parties? Mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Mais quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce qui se passe?» Est-ce que maintenant, avec le temps qui est passé, alors bien sûr on a des pistes quand même, hein, pendant la lecture, mais avec le temps qui est passé, maintenant vraiment rétrospectivement, quel sens est-ce que tu donnes à cette expérience de vie, toi, individuellement? Qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu en as compris? Alors d'abord, merci. On va revenir à l'origine. Quand j'ai fait
fait mon accident cardiaque et que je suis revenue à la vie, pendant les 7 années qui ont suivi, j'ai eu énormément de problèmes cardiaques avec les pompiers qui venaient régulièrement me réanimer, etc. Ma famille n'a pas jugé bon de m'aider à ce moment-là. Seule Bambi est venue m'aider et Bambi était danseuse, chorégraphe, elle travaillait pour la télévision, elle travaillait avec Dorothée, elle travaillait tout ça, et elle n'était, hormis la télévision, quand elle sortait de scène, elle n'était jamais payée. Donc elle est venue parce qu'elle avait des horaires où elle donnait des cours de danse le soir et la journée, elle s'occupait de mes enfants. Et quand j'ai commencé à aller mieux, puisque mon travail de base, c'était la décoration, l'aménagement de maison, on appelle ça maintenant du home staging, parce qu'on ne sait plus parler français. Je lui ai dit un jour, ce qui serait bien, c'est je vais essayer de trouver un lieu, je casse des cloisons, je mets des barres, des glaces, et puis tu donneras tes cours à tes élèves, puisqu'elle donnait des cours au Centre américain à l'époque. Elle avait 45 personnes à danser, elle faisait des claquettes, elle se crevait, elle était maigre comme un passe-lacet, et j'avais décidé, puisqu'elle m'avait aidé, de l'aider à mon tour. Donc on a commencé à chercher un lieu, puis j'avais des patients et amis, soi-disant amis, qui faisaient des démarches et des recherches dites spirituelles, entre guillemets, et qui en fait m'ont proposé d'apporter des capitaux plutôt que de les placer dans telle ou telle entreprise afin de créer une école de spectacle dans le principe de fame, parce que ça n'existait pas en France, hormis, je le cite dans mon livre, Michel Fugain, qui lui aussi a fait un travail tout à fait remarquable et je lui tire mon chapeau. Bref, donc on a d'abord créé une association pour pouvoir donner des cours de danse, puis ça a été beaucoup plus vite que nous. Les fameux associés dont je parle ont trouvé un lieu. L'un d'eux avait beaucoup de sous, il y avait tout un tas de relations, il a eu des prêts immédiats qui nous ont permis de faire des travaux colossaux dans ce lieu, et ça a été plus vite que nous. Et ces messieurs, chefs d'entreprise, sachant mieux que tout le monde, pendant 1 an ont géré l'école avec retard, ont mangé tout l'argent qui était nécessaire aux travaux par un an de retard sur les travaux que je raconte dans le livre. Et au bout d'1 an, eh bien, le tribunal de commerce les a appelés en disant donc ils sont venus en me disant l'idée vient de toi, donc on va te donner la direction. Et je me suis retrouvée donc à consulter des gens parce que je travaillais et à organiser cette école avec tout ce que ça implique, les réunions d'associés qui avaient mis 3 sous dedans et qui considéraient à partir du moment où ça marchait plus que j'étais responsable de tout, que c'était de ma faute, que ci, que là. Et puis il y a eu les élèves qui sont rentrés, qui sont tous dans l'idéal que ce sont des stars à venir avec des égos monumentaux, des parents qui sont encore plus égotiques que leurs enfants et qui pensent que leurs enfants sont des stars à venir. On s'est trouvé confronté à tout ça, mais surtout au tribunal de commerce qui me disant puisque vous êtes une femme, parce qu'en plus de ça on avait le malheur d'être 2 filles, 2 filles qui créent une école de spectacle, mais ça n'existe pas, puis de toute façon la comédie musicale ça n'existe pas en France, et puis ci, et puis là, bref, tous les barrages, et puis on n'était pas non plus francs-maçons, je m'excuse mais je le dis, parce que tous ces directeurs qui avaient pris en charge l'école au départ étaient des francs-maçons, donc j'avais pas les 3 petits points sur ma signature à la banque, j'avais droit à rien du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce message qui m'a dit, si tu veux aider les gens plus tard, savoir comment marchent les entreprises, comment marchent les systèmes, comment marchent toutes les magouilles, il faut que tu sois toi-même confronté à ça. C'est pas quelque chose que tu mérites ni quoi, puisque tu es venu sur Terre pour faire ce que tu fais là maintenant. Tu vas apprendre ce qui se passe pour aider ceux qui vont subir tous les maux que cette société pourrie a mis en place. Et j'ai dit, bon, ok, pas de problème. Et effectivement, j'ai su ce que c'était que l'Association française des usagers des banques qui sont maltraités par les banques, les associations de défense contre les mauvais huissiers. Et je me suis rendu compte, après toutes ces liquidations et tous ces problèmes, que les gens que j'avais, chefs d'entreprise, etc., eh bien, je pouvais les guider, les conseiller parce que je savais, alors que moi, j'ai pas fait de droit, j'ai pas fait tout ça, je savais, j'étais passée par là. Et donc, moi, qu'est-ce que je tire de ça? Rien. J'ai voulu aider plein de gens. J'ai actuellement, depuis, ça fait maintenant, quand j'ai créé ça avec Francky, j'avais 46 ans, j'en ai 84 maintenant, donc vous voyez, le temps a passé. Les élèves qui sont rentrés dans cette école, certains sont restés extrêmement fidèles. Nous avons été aussi très soutenus par les chanteurs de Starmania, qui étaient nos parrains pour certains, Réjeanne Perry, Hanson, etc., qui
ont été des parrains, professeurs de chant, etc., et qui nous ont considérablement aidés. Voilà. Donc, c'était en même temps une expérience de vie très enrichissante. Je n'ai souffert que d'une chose, c'est de la méchanceté gratuite, de la jalousie et des ambitieux ratés. Mais je suis contente d'avoir fait ça parce que ça nous a beaucoup appris. L'épreuve de vie est faite d'une multitude de circonstances, de rencontres qui vont vous confronter à des êtres ayant une conscience plus ou moins élevée. Vous toucherez très fort le négatif, vous serez jugé, condamné, sans être écouté ni cru, incompris, car ce que vous apporterez servira à leur ambition, leur cupidité, leur propre négativité. Et le ciel ne vous aidera pas, il veillera. Vous serez votre seul combattant face à une armée qui sur terre est faite d'ombre. Mais l'aide inattendue viendra si la bataille est juste. Et est-ce que cette aventure, elle était écrite, Alexis ? Ben, ça n'a rien d'écrit, ça. La vie sur Terre pour une âme ancienne qui vient aider, c'est plus une impro qu'autre chose. Donc, c'est pas inscrit. Je fais au fur et à mesure que les événements se produisent et il faut rebondir immédiatement avec l'esprit éveillé. Mais dans cette phase que tu viens de me lire, c'est vrai qu'il y a eu des rebondissements absolument extraordinaires, que la société a été liquidée sur ordre, parce que je veux pas rentrer dans les détails, mais on a fait des spectacles pour les hommes politiques, on a vu des choses et pris des photos qui dérangeaient beaucoup certaines personnes. Moi, il y en a qu'à sur ordre, on nous a liquidé l'entreprise. La chef d'orchestre qui a détourné aussi voilà. Mais qui, quelques années, alors que tous les musiciens me sont tombés sur le dos parce que j'étais le bouc monstre émissaire. qui ne les payait pas. Voilà. Ouais. Et quelques années après, j'ai appris qu'elle était passée en procès parce qu'elle avait répété les mêmes choses ailleurs, mais il avait fallu un autre procès pour lui couper. Voilà. Je dirais plutôt que j'étais provocatrice de karma. C'est une question que je voulais te poser, effectivement, parce que là, tu nous extrais un petit peu. Oui, je devais passer par tout ça pour ensuite pouvoir accompagner des êtres qui sont dans ce marasme-là ou qui subissent ce marasme-là. Mais pas que. Je vais te citer aussi, rien n'est plus difficile que de faire abstraction de son ego. C'est aussi ce qui dérange, Oui. ce qui te côtoie. Hein. C'est un message que tu reçois. C'est ça. Ouais. Ils prennent ta bataille pour une ambition personnelle. Tu n'as rien à prouver, juste à aller jusqu'au bout de cette expérience utile au karma de ceux que tu croises et qui, par toi et non à cause de toi, se montrent tels qu'ils sont. Ils passent par ce qu'ils ont à vivre et ils gagnent, ils perdent, ils méritent ou pas, ils sont dignes ou pas. Et là, je me suis demandé si en fait tu n'étais pas comme un Pygmalion des êtres qui t'entourent. À ce moment-là, c'est après ton expérience, un être dont justement dans la transparence de l'ego permet à la lumière de nous renvoyer ce que nous sommes et de nous mettre face à nos choix sans détour. Mais est-ce que toi, tu serais d'accord avec cette traduction justement de Pygmalion des êtres? Et si oui, est-ce que tu en avais conscience à ce moment-là, au moment où tu vivais, ou est-ce que c'était que après coup que tu as pu faire cette analyse? Non. D'abord, j'ai jamais fait ce constat-là d'être le Pygmalion de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. La seule chose que je peux dire, si je remonte les nuits de mon temps de vie, enfin les années de mon temps de vie, petite fille, j'ai toujours été considérée comme à part par la famille. On me disait toujours reviens sur terre, reviens sur terre, reviens sur terre. Donc j'étais pas vraiment incarnée déjà, et j'ai toujours eu le sentiment que tout ce qu'on me disait de faire, j'étais pas là pour rien. Ce qu'on me disait de faire, c'était pas ça. Je savais absolument pas déterminer quoi que ce soit. D'autant que, comme je vous l'ai dit, je fais partie d'une famille de médicas où, hormis la science et le savoir et le milieu bourgeois, il y a qu'à faut que, on dit, c'est moral, on se marie, on se bénit, on va à l'église, etc. Enfin, quoique mes parents n'étaient pas des mystiques, mais ils étaient quand même très attachés aux principes et aux idées reçues. Moi, j'étais complètement en dehors des clous, tout le temps. Et donc, j'inventais ma vie tous les jours, comme j'invente la création, même encore là maintenant, à l'âge que j'ai, depuis un mois, je suis sur le haut d'un escabeau chez un copain, lui refaire sa peinture et sa déco, parce que j'ai ça dans la peau. Je suis dans la création. Voilà, je suis dans la création. Donc, et j'ai toujours eu, et ça, je tiens peut-être de ma famille de médecins, parce que même s'ils sont attachés aux principes, ce sont d'excellents médecins. Et mon frère est un grand urgentiste, il a pris sa retraite, mais il a sacrifié, je dirais sacrifié, non, mais il comptait pas son temps pour soigner les gens à l'hôpital. Mon fils, c'est pareil. Et mon grand-père, qui était pharmacien, fabriquait ses produits, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de laboratoire. Il soignait, il magnétisait, ce qui faisait hurler ma mère, qui faisait ses études de médecine à l'époque, en disant qu'il était un peu fou. Mais il y a toujours eu dans ma famille ce côté service à l'autre. Donc c'était en moi, c'était naturel,
et je ne me sens pas le mettre à bord. Je finis mon travail, ça m'appartient pas. Quand je reviens de mes trans, les personnes en larmes, j'ai vécu une histoire que je vous raconterai tout à l'heure parce que ça va vous amuser beaucoup. Hier, j'ai vécu avec une personne qui est venue me voir quelque chose d'extraordinaire, mais ça m'appartient pas. Je ne suis qu'un canal, moi. Mon côté humain, c'est, je suis très lucide des bêtises des autres. Quand j'ai affaire à des gens, je sais quand ils mentent, mais je donne aux apparences parce que j'ai pas à dire tu mens devant tout le monde et parce que ça me fait rigoler plutôt que de me faire de la peine. Je m'en fiche. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Bah oui, de toute manière, on vous renvoie vers l'ouvrage pour connaître l'histoire dans son intégralité. Elle a très très bien été écrite et il y a énormément de détails qui sont fournis. Moi, cette école me fait penser à la série Un de Stress. Ouais. Franchement, ça vaut le détour. Alors, on va arriver sur la thématique de cette émission et passer à travers chacun des chapitres. On va commencer par la raison des choix. Le mot hasard, selon toi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui est écrit de Dieu, c'est ça? Ce qui est écrit de Dieu et le hasard n'existe pas. C'est écrit de Dieu. Mais si on veut bien considérer que nous sommes une parcelle, une étincelle de lumière, puisque nous sommes un ion dans l'univers, on compose cet univers et on est le tout en même temps. On est l'infiniment petit dans l'infiniment grand et on est des enfants émerveillés, curieux de découvrir cet univers dont on est les successeurs, puisque un jour, notre petit ion deviendra un gros ion et puis peut-être un jour régnera dans cet univers autrement dans d'autres circonstances. Donc, quand on voyage dans l'univers et qu'à un moment donné, en revenant vers l'infiniment grand, que l'on n'appelle pas le bon Dieu de l'autre côté, ni Jéhovah, ni Vishnu, ni Allah, c'est le non nommé, le sans nom, l'éternel instant, la lumière, Père-Mère. Quand on revient de nos voyages interstellaires pour découvrir cet univers qui n'a ni début ni fin, un jour, Père-Mère nous dit, te dira toi Rudy ou toi Tamarin, pourquoi tu vas pas sur Terre? Alors, c'est quoi la Terre, hein? Parce qu'il y a tellement de choses à voir, c'est des milliards et des milliards et des milliards de choses. Eh bien, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est quoi l'infiniment petit? Regarde, et alors on voit la Terre, elle est minuscule. Déjà, moi, quand j'étais de l'autre côté, dans ma mort, elle est tellement magnifique, vous pouvez pas imaginer ce qu'elle est belle, et tellement fragile qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller la toucher, de la voir. Et là, et pourquoi tu me proposes ça? Et pourquoi elle s'appelle Terre? Parce que tu erres. Ça veut dire quoi, tu erres? Puisque de l'autre côté, on ne sait pas ce que c'est l'errance, parce qu'on est dans le parfait. Eh bien, il faut y aller pour savoir. Mais pourquoi tu me proposes ça? Parce que la Terre étant l'infiniment petit, c'est le Reader Digest, le réservoir de tout ce qui a été créé et matérialisé dans l'univers et qui est posé sur Terre, les arbres, les fruits, les insectes, les fleurs et les races de toutes sortes, les animaux et les hommes. Et pourquoi tu me proposes d'y aller? Parce qu'il faut entretenir ce jardin. Ah non, et oui, il faut entretenir un jardin. Mais comme c'est tout petit, la densité est tellement puissante que tu es obligé de prendre un scaphandre pour rentrer dans ce décor. Ah bon, d'accord, mais c'est quoi un scaphandre? Eh bien, il faut aller voir dans le monde de fabrication qu'on appelle les malaquins. Les malaquins sont les guérisseurs de la lumière qui sont les chargés de construire notre scaphandre qu'on appelle un corps. Et tu vas choisir le scaphandre qui t'est nécessaire, l'ordinateur qui t'est nécessaire, le jeu de rôle qui t'est nécessaire pour descendre dans le décor. Et pendant toute cette période-là, tu ne te souviendras plus de qui tu étais, tu perdras tous tes pouvoirs divins, tu rentreras dans le non-savoir. Tu vas apprendre l'ego du mental dans le non-savoir, à la recherche de ton identité cosmique. Tu vas la perdre. Mais que c'est l'esprit qui lui est parfait? Même s'il est tout petit, ion dans l'univers, il est géantissime dans son savoir. Qu'est-ce qu'il sait que c'est que l'incarnation? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'enfermement. L'enfermement. Le français est merveilleux pour ça. L'enfermement. Mais comme l'esprit ne sait pas ce que c'est que l'enfermement, j'appelle ça, moi, la vie sur Terre, c'est Fort Boyard ou koh Lanta. Donc, on y va avec l'esprit d'aventure, mais en même temps, pour faire plaisir à papa et maman, il faut entretenir ce jardin, puisqu'il est indispensable d'entretenir tout ce qui existe sur Terre pour ensemencer d'autres planètes en création. Donc, il y va en libre arbitre, et c'est à partir de là qu'on choisit un itinéraire. Voilà, si on se voit, si je veux aller vous retrouver où vous êtes, je vais préparer mon itinéraire d'où je suis pour vous rejoindre. On choisit donc papa, maman, la racine familiale génétique et historique de l'un et de l'autre. Oui, et cosmique aussi, parce qu'on a une ADN cosmique et on a besoin au moins d'un des parents qui est l'origine cosmique de notre propre ADN.
Alors, il est précisé aussi, non seulement nous choisissons nos parents, notre chemin de vie, mais aussi nos planètes, celles qui gouverneront notre caractère fondamental et nos scénarios. Nous avons une heure d'arrivée, une heure de retour, l'univers est parfait, tout est calculé. Oui. On vient jeter un pavé dans la mare, en fait, en précisant toutes ces informations à nouveau, puisque tu es au courant qu'il y a énormément de courants de pensée, d'écoles de pensée, on l'avait déjà évoqué lors de ta première apparition sur notre antenne, qui pensent qu'on vient vivre la fatalité et la transcendance, et qu'on n'a aucun contrôle, que tout cela est impulsé par des forces involutives et que effectivement on n'est que de la nourriture en fait sur Terre. On n'est absolument pas dans un processus d'évolution. Et c'est en ça que merci Alexis pour tous ces messages qui prennent sens, qu'on va développer au fur et à mesure de l'émission. Merci encore. Mais tu sais, on ne gouverne bien que les ânes, dans la peur et dans la soumission. Depuis tous les temps, et si tu remontes les siècles et les siècles en arrière, dans les anciennes civilisations, ils étaient complètement ouverts à la connaissance et branchés. La médiumnité, qu'est-ce que ça veut dire médium? Ça veut dire intermédiaire. Quand on vient sur Terre, on n'aurait jamais dû couper le lien. Seulement, dans les incarnations successives, où on a travaillé avec plus ou moins de bonheur sur, non pas, d'abord, que veut dire spirituel? C'est de parler aux esprits. On n'a pas été nécessairement ouvert à la conscience, on a fait des bêtises, on est dans la culpabilité. Et puis, il y a ceux qui ont vécu plusieurs vies, qui ont acquis un certain savoir et qui ont compris, en se réincarnant sans avoir coupé le lien avec l'univers, que ça lui donnait un pouvoir. Là, on rentre dans l'école de l'ego. Donc, il y a des siècles, on a commencé à créer les religions qui ont instauré des lois. Tu fais pas ça, tu fais pas ci, Dieu est en colère, Dieu est vengeur, Dieu machin. Donc on nous a instauré tout ça et on nous a dit qu'on était sous surveillance en permanence et qu'on ne méritait pas et que on serait puni si on ne faisait pas le travail, que ça on ne gouverne bien que les gens qu'on met sous le boisseau. Je suis désolée, mais moi je suis totalement agnostique. J'ai été élevée chez les bonnes sœurs à coups de trick. Je n'ai entendu que des mensonges. Je n'ai vu que des religieux qui avaient plutôt la main leste et pas au niveau de la fessée, mais oui, la fessée. Il y a le scandale de l'abbé Pierre qui vient de sortir d'ailleurs. Voilà. Et on a fait ça pendant des siècles et des siècles. Or, l'homme, l'esprit qui vient sur Terre, est relié au monde divin. Il est divin dans sa particularité, dans sa petitesse, enfermé dans un contenu. Donc, il a besoin de retrouver père-mère, il a besoin de se relier. C'est comme un enfant qui dit « Maman, c'est quoi ça ?» Et on a besoin de renseignements. Où va-t-il puisque sur Terre, il n'a pas la réponse, puisqu'on lui interdit d'avoir la réponse? Il va chez ceux qui prétendent être les maîtres spirituels, que ce soit n'importe quel enseignement, qu'il soit bouddhiste, religieux, machin, c'est toujours lié à l'interdit, tu dois, yaka, faut que. On ne permet pas à l'esprit humain de trouver sa véritable réalité. Je suis mère et grand-mère. Je n'ai pas élevé mes enfants dans la religion puisque j'ai rejeté tout ça avec un bonheur ineffable. Et mes petits garçons, qui ont maintenant 50 ans, mes petits garçons, me disaient quand ils étaient petits, qu'est-ce que c'est quoi la communion et c'est quoi le baptême et pourquoi les copains ils vont au catéchisme, etc. Alors je leur ai expliqué ce qu'on m'avait expliqué. Jésus mort sur la croix pour expier tous nos péchés, etc., etc. Et eux me répondaient tout petits, alors qu'ils n'avaient, mais c'est pas possible, ça s'est pas passé comme ça. Ils n'avaient rien pour étayer ça. Ils étaient spontanés parce que je les ai empêchés d'avoir des inhibitions. Quand ils posaient une question, je répondais le plus clairement possible, même si j'étais pas ouverte à tout ça. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et eux-mêmes ont fait avec leurs enfants. Je vais vous raconter un truc. J'ai donc 3 petits-enfants, ils ont maintenant 18, 17 et 14 ans, donc ils ne sont pas petits du tout, et ils ne savent pas que j'ai fait un arrêt cardiaque aussi violent. Les garçons n'ont jamais voulu le raconter de façon détaillée, voilà, parce que ce qui m'est arrivé. Au mois de janvier, nous étions en train de faire un jeu de rôle en rigolant, et mon petit-fils aîné, le plus grand, 18 ans, d'un coup me regarde avec le regard qui part au loin et me dit « Mais dis donc, toi, Nino, tu es une miraculée. » Je dis « Pourquoi tu me dis ça ?» Mon fils fronce les sourcils et il dit « Ben oui, parce que tu es morte et tu t'es réincarnée dans le même corps. » Ah, il dit « Moi aussi, je me suis réincarnée pour retrouver mon papa, parce que mon papa, c'est mon héros, mais la prochaine fois, je ne sais pas si je me réincarnerai. »
On est resté comme 2 ronds de frites. On est parti après se balader. Dans la voiture, en rentrant, tout le monde chantait à tue-tête. Et le second petit-fils me dit: «Mais dis donc, Ninou, tu la vois ma grand-mère?» Alors en voiture, au volant, j'essaye de maîtriser, mes énergies et je lui dis: «Oui, pourquoi?» «Elle est où?» «Elle est assise à côté de toi» et elle me dit quoi? Donc je lui dis ce que j'entends. Il dit: «Elle dit quoi ma maman?» Hein? «Ah c'est bien ce que j'ai entendu», puis il s'est remis à chanter. Je n'ai pas créé de rupture avec la communication avec là-haut et ça semble normal. Seulement, quand ils sont au collège, quand ils sont dans les mathématiques, ils mettent ça de côté et ils sont dans la rationalité de l'instant. J'avais déjà entendu cette anecdote, elle est magnifique. Pour en revenir à ce portail d'incarnation, donc on choisit l'heure, les planètes qui vont régir un petit peu notre chemin de vie. Et je voulais savoir par rapport aussi à toutes les rumeurs exogènes, toutes les rumeurs ufologiques qui circulent en ce moment et qui défrayent la chronique. Quelle est selon toi la réalité intrinsèque? J'ai envie de dire, on est tous des extraterrestres, ça c'est une quasi-certitude, si on en suit ton parcours et tous les messages que tu as reçus, mais on a aussi des apparitions interdimensionnelles qui arrivent de plus en plus. Oui, mais pourquoi ça? Oui, pourquoi ça arrive de plus en plus? Parce que de plus en plus, on arrive à voir, alors qu'avant, on ne voyait pas. On nous interdisait, on nous mettait sur le bûcher, on nous mettait au placard. Tu dis n'importe quoi, tais-toi. Mais maintenant, l'esprit s'éveille. D'ailleurs, dans le travail, dans l'analyse qui a été faite de l'ADN, je vous enverrai une photo du brin d'ADN grossi à 3 millions de fois, qui est dans mon premier livre, mais que j'ai retrouvé par des personnes avec qui j'ai travaillé pendant des années sur la recherche avec des gens du CNRS. Ils m'ont envoyé un brin d'ADN grossi à 3 millions de fois. C'est une rosace absolument magnifique dans des couleurs extraordinaires. Je vous mettrai ça en partant. Vous essayerez de le mettre sur votre site. Et donc, on est composé de milliards de ça. Et ils ces scientifiques, très récemment, s'étaient posé la question en disant, mais le corps humain et le cerveau sont des choses, une fabrication absolument parfaite. Et dans le cerveau, il y a des milliards de neurones, des milliards de synapses, et il y a 100% d'ADN. Or, on n'utilise que 10% de cet ADN dans le cerveau gauche et le cerveau droit, que l'on appelle l'ADN poubelle, le cerveau poubelle, 90% de poubelle. C'est pas normal. Alors, ils ont commencé à chercher et ont découvert, et il y a eu des rapports qui ont été donnés l'année dernière que des copains médecins et de ces gens chercheurs m'ont envoyé, qui ont découvert que le cerveau droit, c'était la télékinésie, la téléportation, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, le magnétisme, la radiesthésie, ratata, la téléportation, etc. On a fait de nous des ânes, on a fait taire ce cerveau. Et actuellement, l'ADN est en train de se modifier. On s'est rendu compte chez les enfants maintenant que l'ADN, si vous regardez, quand je vais vous l'envoyer, a 10 pétales, l'ADN cosmique a 12 pétales, l'ADN humain a 10 pétales, et les enfants qui viennent maintenant ont 11 pétales, et les parents de ces enfants qui sont en recherche, comme vous êtes en recherche et dans les questions que vous posez, sont en train de se faire greffer un 11e pétale. Or, comme dit le monde d'en haut, quand tu te fais opérer et que tu te fais greffer un rein ou un foie, on t'endort. Là, on vous greffe un pétale supplémentaire à votre fleur cosmique, tout en étant éveillé. Ne soyez pas étonnés d'être perturbé, de mal dormir, d'avoir des problèmes, de vous rechercher, etc., etc. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tout à fait. La glande pinéale dans tout ça? La glande pinéale, alors on a cette glande endocrine, on a donc l'hypophyse-hyperphyse qui, elle, c'est le cerveau qui commande nos veines, nos artères, nos muscles, nos nerfs, toutes nos réactions. Et la glande pinéale, la glande pituitaire, elle fait partie donc de cette glande. C'est le regard de l'au-delà. Quand je suis en transe, on a fait des expériences avec le Toubib, je ne sais pas si je vous l'avais dit ça, pour expliquer justement cette montée de cardiaque que j'ai dans les trans, quand je pars dans l'au-delà. La glande pituitaire est inerte quand je suis en éveil et elle se met à fibriller quand je suis en transe. Donc là, le regard de l'au-delà voit ce que le regard d'en bas ne voit pas. Les enfants ont peut-être la glande moins calcifiée
que les parents. Exactement, puisqu'ils ont un pétale supplémentaire à leur ADN qui leur donne toute cette capacité-là. Donc, souvent, on dit, et j'ai travaillé avec énormément de psychiatres, j'ai travaillé avec les grands psychanalystes qui étaient les bras droits de Françoise Dolto. On a travaillé là-dessus. Les enfants sont complètement ouverts à la conscience, mais on leur ferme ce savoir. On ne gouverne bien, comme je vous l'ai dit, que des gens qui sont abétis. Néanmoins, il y a énormément d'enfants maintenant, à cause de cet ADN changeant, qu'on en appelle les hyperactifs ou les superactifs. Alors, on ne sait pas où les mettre à l'école, on les dit hyper doués, ils n'arrêtent pas de bouger. Ben oui, parce qu'ils ne sont pas dans le bon canal et les parents ne le savent pas non plus. Voilà. Donc, on essaye de les faire taire, on leur donne des calmants, on dit qu'ils ne sont pas adaptés à la société. Ils ne peuvent pas être adaptés à cette société-là, ils sont déjà dans le monde de demain. Bon, mais ça va vers du mieux. Oui. On est passé un petit peu rapidement. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que c'est pas Oui. le plus important dans le livre, mais par rapport justement au rôle de la Terre. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à un extrait aussi de tes écrits. La Terre, m'a-t-on expliqué, est une maquette de l'infiniment grand, maquette minuscule, infiniment petite. Mais regardez-la bien, elle est magnifique. Son rôle? Un laboratoire expérimental dans lequel on conserve et entretient toute forme de vie, qu'elle soit minérale, végétale et animale. Ainsi, la Terre ou le jardin produit, conserve, sème tout ce qui existe. Elle a été créée afin d'ensemencer d'autres planètes, d'autres univers. Je voulais juste rebondir là-dessus, parce que moi, ça m'inquiète beaucoup, là, pour le coup. Mais parce qu'on est en train de tout détruire. Donc, en si peu de temps, il y a quand même beaucoup de vie minérale, végétale, animale qui n'existe plus. Alors, qu'adviennent-elles? Ah, ma Oui. chérie. Qu'est-ce qu'elles Alors deviennent, toutes d'abord, ces espèces? donc tout est début et tout se renouvelle et évolue. Donc c'est vrai que les hommes détruisent énormément, mais et c'est pour ça que l'univers s'est mis en mouvement, parce que comme vous disiez tout à l'heure et comme on se le dit depuis tout à l'heure, les planètes sont là et actives sur notre comportement. L'univers s'est mis en mouvement pour apporter le changement. Les hommes font tout le contraire. On a 15 000 ans de retard sur notre évolution de conscience, 15 000 ans de retard. On est des sauvages, on est resté dans l'ego du mental à fond les ballons, on est dans l'ego, le nombril. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Moi, ça me fait plutôt rigoler, les pauvres. Le jour où ils voudront se réincarner, eh ben, ils vont en payer le prix, je peux vous dire. Eux-mêmes, parce qu'ils choisiront eux-mêmes un chemin où ils vont s'en prendre plein le pif, comme dit l'autre. Quoi qu'il en soit, tout est transformation, tout est mutation. Et nous aussi, on évolue en éveillant notre conscience pour permettre de communiquer avec l'univers, se téléporter et aller sur d'autres planètes. C'est ce que faisaient les Atlantes. On évolue, même notre physique évolue. On a des capacités différentes et nouvelles qui s'installent. La nature, il y a le plus, il y a le moins dans la nature tout autant. Et vous avez en même temps, comment dirais-je, dans la création, c'est comme les plantes, les fleurs, les insectes qui meurent et renaissent régulièrement, évoluant et changeant et mutant. Et donc, si les hommes détruisent, eux-mêmes vont être détruits, enfin ceux qui servent à rien, ceux qui font les catastrophes, parce que l'homme survivra toujours. Il y a bien eu Noé qui a ramené la vie à la vie. Donc ça se renouvelle régulièrement. Il y a eu des destructions, des reconstructions avec d'autres natures. Il y a eu les dinosaures, les brontosaures, il y a eu tout ça et ils ont disparu et d'autres races sont nées et ainsi de suite. C'est le renouvellement de tout ce qui a été créé dans l'univers. Donc si la Terre momentanément est un réservoir de connaissances, ils s'en vont de la Terre parce qu'ils ont pu évoluer sur d'autres planètes autrement et on amène d'autres races, d'autres spécificités que la Terre peut produire et faire évoluer. Alors c'est vrai que les hommes d'actualité sont des destructeurs, mais ils vont faire partie de la pelletée qui soulève la Terre parce qu'on va au-devant d'événements terrestres très bouleversants. Alors il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe, mais on sera témoin de choses difficiles. D'autant plus que je rejoins Tamara, il y a une disparition de tout ce qui est organique et on tend vers le transhumanisme, vers la robotisation, vers le non-vivant.
Oui, mais ça, c'est un groupe de gens, c'est un groupe d'êtres qui veulent absolument éliminer la planète pour ne rester que les rois du monde. Mais ils vont, encore une fois, ça va pas durer. Bien sûr, dans l'évolution, retrouver l'intelligence artificielle, tous ces machins-là, c'est pas artificiel puisque l'intelligence, elle est cosmique. Donc, elle reviendra nécessairement, mais on n'a pas besoin de passer par toutes ces machines. Ça sera détruit à un moment donné. Laissez-les regarder ça, ne prenez pas peur et c'est vrai que c'est concernant, mais alors certains vont dire: «Oui, mais l'évolution de la science, c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu en fais?» et cetera. Bon, bah, ceux qui marchent dans la combine, ils périront. Hmm. Ils seront éliminés à leur tour. On en revient à l'enfant. L'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, quand sa fontanelle se soude définitivement, tu nous le disais en début d'émission, connaît la raison de sa venue et de son choix pour ces parents-là. Et pour tout le reste. Tu expliques que par la suite, avec l'arrivée de la préadolescence et de la puberté, là c'est une toute autre histoire. Il a une période d'amnésie et ça coïncide avec la croissance, l'éveil hormonal, la libido, et nul ne comprend, surtout pas les parents, ce phénomène énergétique, cette rupture avec le savoir. Tu précises par la suite, l'ado irascible rejette et se rejette. Il veut fuir ce monde qui lui interdit les rêves et il veut en même temps intégrer ce nouveau monde pour ressembler aux grands, mais surtout pas aux parents. Et c'est intéressant parce que tu précises que la bataille a duré jusqu'à 20 ans en gros, et après voilà, c'est la doxa, on lui inculque, enfin tout ce qui lui a été inculqué au biberon, parents, professeurs, médecins, ça vient prendre les devants. La pensée spirituelle elle lui est enlevée à cause de l'éducation religieuse ou laïque, quelle qu'elle soit, donc tu t'es pas... Certains dans les commentaires disaient qu'elle est contre les religions, elle est New Age. Alors, arrêtez avec ça s'il vous plaît, lisez le livre sur Emmanuel Joseph le Nazoréen, vous comprendrez. Après, on en rediscutera parce que faut pas confondre Jésus, les enseignements de Jésus et les religions et le concile de Nicée et le catholicisme et toute la doxa qui est venue par la suite. C'est très important. Mais bien sûr qu'on en discutera même le temps d'une émission dédiée, il me semble. Oui, on te réinvitera, ça c'est sûr. Oui, alors continue ta question. Bah oui, tu dis qu'il pourra devenir, donc l'enfant, une fois devenu adulte, un mystique excessif, puis il deviendra adulte, s'engagera dans un métier ou une carrière, se mariera ou non, fera des petits ou non, selon le rôle qu'il a choisi. Mais pourquoi oublie-t-on ses vies antérieures et son nouveau choix de vie? Après, tu dis qu'on pourrait être horrifié de savoir ce qu'on a pu commettre dans nos vies passées. Si l'esprit est parfait dans l'univers, sur Terre, il expérimente l'imperfection. Est-ce qu'on a tous tué, violé, et je le répète parce qu'on l'a déjà évoqué lors de ta première intervention, est-ce qu'on a tous vécu des atrocités ou fait subir des atrocités à notre prochain? Bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas faire l'amnésie, mais encore une fois, si je reviens à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, la vie est un jeu de rôle, nous sommes des comédiens qui venons jouer un jour la tragédie, d'autres la comédie romantique, d'autres l'opéra comique, d'autres machin. Un jour on sera roi, un jour on sera mendiant, parce que dans chaque rôle, on apprend au travers de l'ego, du mental, un comportement, que l'on abuse de lui ou pas. Donc un jour on a été un soldat, un jour on a vécu des milliers de choses complètement horribles et de très très belles choses. Alors si on ne s'en souvient pas, le comédien, quand il vient, je reviens toujours parce que c'est l'exemple le plus absolu et que j'ai travaillé dedans aussi. Quand le metteur en scène va dire au comédien: bon, t'as joué pendant 3 ans Qui a peur de Virginia Woolf, maintenant on va jouer Henri VIII. Il va être obligé d'oublier complètement le jeu de rôle de Virginia Woolf pour rentrer dans le rôle complet d'une autre période, d'un autre temps, des Tudors. Voilà. Donc il aura pris son rôle. Si moi je choisis dans ce rôle d'Henri VIII, d'être Anne Boleyn, je sais que quand par abus de mon ego et du goût du pouvoir, on me coupera la tête, mais quand j'arrive là-haut dans la lumière, ma tête est posée sur mes épaules. Donc je regarde là-haut mes rushs, comme on regarde ces rushs de films quand on tourne un film, et on dit: ah ben là j'ai vraiment abusé, j'aurais pu avoir effectivement une expérience égotique, mais éviter de me faire couper la tête, j'ai abusé. Donc je corrige tout ça. Souvent on dit: tu vas payer. Souvent on se pose les questions: qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un tel sort? Ouais. En vérité,
Mmh. Quand on regarde comme ça, eh ben, on dit: «Bon, ben, là-haut, d'abord, on est accueilli comme un héros qui vous dit: "Bah, dis donc, tu en as fait une sacrée tartine"». Alors on regarde la tartine parce qu'il rigole et nous, on est là en disant: «Mais quelle horreur! Mais j'ai fait ça, mais c'est pas possible» et là-haut, on dit: «Oui, mais là, tu as fait ça, c'était une expérience que tu as voulu connaître, donc tu étais bien obligé, tu as été jusqu'au bout. Peut-être que tu as peut-être été un peu extrémiste, mais bon, le jour où tu voudras corriger ça, si tu retournes sur terre dans une prochaine vie, eh bien, tu prendras un passage dans ton jeu de rôle qui ressemble un peu à celui qui avec les acteurs peut-être avec qui tu as eu cette maille à partir et tu essaieras de modifier ça et c'est pour ça que dans nos vies, on a parfois des conflits avec des personnes qu'on a rencontrées dans d'autres temps et avec qui on règle nos comptes d'une autre manière. Je crois que je vous ai raconté justement sur Willy, dans le bouquin, peut-être que vous avez posé la question, qui vient pour aider ses parents. J'en parle de lui parce que c'est mon petit-fils et qui vient pour aider ses parents parce que dans une autre vie, ma belle-fille a trahi, mon fils, il en est mort et elle ne s'en est pas remise. Dans cette vie-là, il s'est passé beaucoup d'autres vies avant que dans cette vie-là, elle se retrouve parce qu'on peut choisir ce qu'on veut, comme on veut, le temps n'a pas de temps et là, il se retrouve, elle, parce qu'elle veut se faire pardonner et lui parce qu'il a encore la vengeance au cœur, hein. Voilà, donc il se retrouve et le gamin qui n'avait aucune raison de venir, mais qui les connaissait d'avant puisqu'il avait été aussi un fruit que la maman, par un avortement, avait interrompu de leur amour, dit: «Bon, ben, je viens pour les aider». Bon, donc effectivement, je raconte les circonstances, comment il s'incarne et cetera et cetera et 1 mois après, 1 mois et demi ou 2 mois après la naissance de mon petit-fils, ma belle-fille, sous une autre forme de pas de trahison, mais si un peu quelque part, annonce à mon fils qu'elle voulait un enfant tout seul et qu'elle s'en va. Donc il se retrouve, avec, tout ce que ça implique, le combat pour une garde alternée. Il a que 2 mois. Moi, en tant que grand-mère et Francky en tant que tata, on fait la relève parce que l'hôpital, c'est les gardes de nuit, les gardes de jour, machin, donc il faut aller les relayer. On torche le petit bébé et cetera. Bref, 4 ans après, c'est l'âge des colères. Les enfants commencent déjà à réaliser qu'ils sont enfermés dans leur contenu. Il a une colère épouvantable, épouvantable. On finit par le calmer et son père lui dit: «Tu peux m'expliquer, madame Colère?» Il dit: «Oui, c'est moi-même avec moi-même». Alors, vous voyez ce petit bout d'homme qui dit Ouais. ça et voilà, on n'a pas pu s'empêcher de retenir notre rire et mon fils lui dit: «Et c'est quoi toi-même avec toi-même?» «Eh ben, j'ai pas réussi». «Mais tu as pas réussi quoi?» «À ce que tu restes avec maman». Il avait 4 ans. Moi, ce message-là, je l'ai eu, elle était enceinte de 7 ans et il dit: «Je viens les aider, je suis les foutus caractères qu'ils ont tous les 2». Et effectivement, les foutus caractères ont fait qu'elle a créé des oppositions pour la garde alternée. Mmh. Donc ils sont restés en opposition. Maintenant, il a 18 ans, 17 ans et les parents sont séparés mais s'entendent très bien et s'aident. Il a réussi, mais avec le temps. Il a réussi à se les faire pardonner. Ah, c'est émouvant. Très Oui, émouvant. c'est émouvant. Alors, alors, on parle de réincarnation, là, en filigrane, mais j'ai envie de dire même de manière très évidente. La première objection de ceux qui se disent Oui. spirituels, mais qui ne croient pas en la réincarnation, c'est pourquoi on choisirait de s'incarner dans un pays en guerre. Imaginons en ce moment à Gaza, sous les décombres, dans un champ de ruines, sous les bombes. Et il y a un passage du livre qui est assez éloquent. Nous avons choisi nos familles, nos terrains d'atterrissage. Certains naîtront en France, d'autres en Afrique du Sud, en Inde ou en Chine. Chaque pays ayant son mode de fonctionnement, son caractère propre, ses habitudes, ses mentalités, ses rites et ses religions. Ces pays différents sont comme des classes de divers niveaux de conscience, de langue et d'obligations qui vont l'amener à expérimenter des épreuves, à les subir et les dépasser ou pas. Celui qui a été tyran reviendra dans un pays qui subit le joug d'un tyran pour comprendre et subir ce qu'il a fait subir antérieurement. Il s'incarnera selon son propre choix et non par obligation, puisqu'il garde en permanence son libre arbitre, il n'y a pas de jugement dernier. Nous sommes tous appelés à nous revoir et en mieux et de mieux en mieux, puisque chaque expérience nous apporte un plus d'âme et nous fait grandir. On ne se quitte jamais, on change de costume, c'est tout. Cette relativisation, j'ai envie de dire, elle fait du bien, Oui. mais elle peut déclencher les foudres de la part de ceux qui resteront dans l'incompréhension, hein, inévitablement. Et qui... Ben, tant pis pour eux.
Je te dirais en rigolant, tant pis pour eux. Mmh. Ce sont des masochistes, ils ont besoin d'avoir mal, ils ont besoin de douter. Ça fait partie de l'évolution de l'âme, ça fait partie de l'école de la vie sur terre. Ils sont pas prêts à entendre ce genre de langage, et ben, tant pis pour eux. Ça vient justement te raconter ce que j'ai vécu hier avec une patiente, qui me permettra de parler de ce qu'on a vécu. Elle vient me voir, en me disant: «Je suis une femme, dans le monde, ordinaire des ordinateurs, des machins, gestion d'entreprise et cetera. Je ne m'aime pas, je ne pleure jamais, je n'ai jamais pleuré. Qu'est-ce que je suis venue faire là? Parce que rien n'est en conformité, rien ne se passe, ma vie est fade, nin nin nin». Et en partant vers cet autre univers, je vois, elle a 5 ans, la bombe atomique, elle est japonaise et la bombe atomique l'explose avec toute sa famille et donc son esprit est errant puisqu'elle a même pas eu le temps de vivre. Elle est à peine arrivée qu'elle est déjà repartie et elle est en errance et la mère qui ne veut pas d'enfant, se retrouve enceinte et elle profite de cette opportunité, on va dire, puisqu'une grossesse, une femme, c'est une poule pondeuse, hein, elle peut faire 25 000 enfants, elle ne le sait pas, et elle peut avoir des retards sur ses menstrues. C'est un début de grossesse qui avorte spontanément. Le nombre d'avortements spontanés d'une femme, c'est inimaginable. Donc là, l'enfant profite de ce passage pour exister, et elle est arrivée dans une famille où elle n'était pas acceptée, où on aurait préféré un garçon plutôt qu'une fille, et donc elle va se comporter en chef d'entreprise, en quelqu'un qui gère ses, hein, mais qui ne sait pas qui elle est et à quoi elle sert parce qu'elle est toujours dans l'errance. Et je lui dis ça et je lui dis que donc elle est revenue pour retrouver sa racine et elle va la retrouver bientôt. Je reviens à moi et elle était en larmes. Elle qui ne pleurait jamais était en larmes et dit: «C'est inimaginable, depuis 2 ans, je me suis mise à apprendre le japonais. J'étudie la langue, le pays et dans 15 jours, qui est pratiquement ma date anniversaire, je pars au Japon et l'endroit où je vais, c'est Hiroshima». Ah oui. C'est un exemple, elle n'a pas d'histoire de vie, elle est obligée d'improviser puisqu'elle était errante et là, elle va réapprendre à vivre. Elle va à sa source où elle aurait dû vivre avant. Peut-être qu'elle s'installera, au Japon parce qu'elle est folle du Japon, pour y vivre ce qu'elle n'a pas vécu quand elle était cet enfant d'une autre vie. Ah, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est toujours un petit peu ma fonction, hein. Oh, Tu vas pas c'est y pas louper. grave Rudy. Rudy, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, Alexis. Il est vrai que cet état d'esprit, encore une fois, face aux sceptiques, il pourrait être interprété comme une sorte d'inaction, voire parfois de cautionnement. C'est-à-dire que, en gros, si ces personnes ont choisi de vivre ces épreuves-là dans ces pays-là, est-ce qu'on doit pour autant le cautionner? Est-ce qu'on doit pour autant l'accepter? Je reprends un passage, hein. On pourra envoyer des cargos, des avions bourrés de nourriture et de médicaments à des pays très pauvres. Cela ne changera pas fondamentalement la situation, car ceux qui habitent ces lieux sont souvent revenus là pour ça. Ont-ils fait mourir d'autres gens de faim? Ont-ils torturé, violé, massacré à leur tour? Alors, je dirais que certains viennent aussi en sacrifice. Beaucoup de ces êtres errants comme ça sur terre, qui sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, etc., se sont incarnés pour obliger les hommes à changer, à essayer d'aller chercher en eux, non pas la pitié pour tendre l'aumône de 3 petits bouts de trucs que l'on met sur des grands cargos, mais avoir véritablement la compassion et de partager. Voilà, donc ils viennent pas non pour les faire culpabiliser, parce que quelqu'un qui veut pas rentrer dans ce truc-là, non, il y a beaucoup d'esprits sacrificiels. Ce qui est en train de se passer dans le monde, que ce soit à Gaza ou ailleurs. Alors, il y a d'abord des réincarnations de la Gestapo, beaucoup de gens qui sont incarnés au temps de la guerre et qui s'incarnent maintenant dans des pays où ils subissent le renvoi du bâton, on va dire, hein. Il y en a pas mal. De toute façon, à un moment donné, on vient corriger d'une manière ou d'une autre. Alors, on n'est pas obligé de se flageller, on n'est pas obligé de se réincarner pour se flageller, pour payer ses dettes. On peut se payer ses dettes en s'occupant des autres aussi, hein. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas conscience du malheur, qui obéissaient comme des moutons. C'était des jeunes âmes et elles sont tellement, quand on arrive dans la lumière, dans la perfection et on voit toutes les horreurs qu'on a pu commettre, on n'a qu'une envie, c'est d'essayer
essayer de corriger ça et à la limite de le prendre en charge. Donc parfois on se le reprend sur le dos. Voilà. Alors celui qui proteste, ben oui, mais il en faut, il y en a toujours eu, hein. Ceux qui disent que la réincarnation n'existe pas sont les mêmes qui nous ont mis sur le bûcher il y a des centaines d'années, hein. Voilà. Ce livre, tu l'avais écrit quand tu avais quel âge? Tu l'as écrit il y a plus de 20 ans, on est d'accord? Ben oui, puisque j'ai fait mon arrêt cardiaque à 42 ans. Le premier livre, j'ai dû l'écrire 10 ans après, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai oublié mon sac sur la Lune peu de temps après, 2 ans après. Oui, ça doit être ça. Parce que tu écris à un endroit, si vous avez eu la chance de revenir en France, ne vous endormez pas sur vos acquis. Est-ce qu'on est encore aussi chanceux d'être en France actuellement, avec le gouvernement qu'on a et la situation actuelle? Oui, ça fait partie des points que je voulais soulever justement, parce qu'il y a tout un paragraphe. Bah oui, on est obligé d'y passer par cette question-là, hein, sur la France. Je vais continuer un petit peu le texte qui concerne là ce beau pays. Votre karma, c'est aussi de faire de la France un pays d'éveil, de renaissance, de lumière. La richesse de sa culture, de son histoire, des épreuves traversées et dépassées, vous a permis d'acquérir un regard plus élevé sur la vie, afin de donner, partager, de ne plus vous disputer, savoir équilibrer les plateaux et vos désirs de vos possibles, être un exemple de paix, un modèle. Donc évidemment, la question qui en découle, est-ce que la France a selon toi un rôle particulier à jouer sur l'échiquier mondial et particulièrement en nos temps modernes? Oui, je dis oui avec affirmation. Souvenons-nous, et les gens le verront dans le livre de Joseph Emmanuel, la France a été considérée comme une terre d'accueil. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, elle a récupéré toute la famille davidique qui est venue se réfugier en France après que Jésus ait été mis sur la croix et ait été chassé. Donc la terre de France est terre d'asile. Mais elle est terre d'asile aussi 2000 ans auparavant, quand Moïse a fui l'Égypte, quand il a fui Israël, il a été se réfugier en Inde, dans la vallée de Srinagar, et une autre partie des tribus est venue se réfugier en France. Donc ça fait des siècles et des siècles que la terre de France est un refuge. Et là-haut, on dit en disant, la France, c'est la future Jérusalem. C'est-à-dire que l'esprit ancien des réincarnations successives en France, peu importe les mélanges, parce qu'il y a toujours eu des mélanges de races, mais au bout de 2000 ans, on est français à part entière dans l'éducation, dans le reçu, etc. Quand on lit l'histoire, les mélanges ont toujours existé. Les rois de France étaient mariés avec des Anglais, avec des Espagnols, avec des Portugais, avec etc., etc. Donc, quand on parle d'esclavagisme, les premiers esclavagistes, c'était les Arabes, et qui nous font la guerre maintenant de l'esclavage, laissons-nous rire. Donc, la France est terre d'asile parce que son champ vibratoire, puisque on n'est pas que une terre avec du blé, de l'orge et des radis, on est aussi dans une vibration cosmique. Et la terre de France a une vibration tellurique et cosmique très puissante. Et le savoir qui a été acquis depuis des milliers d'années, la culture qui a été faite au-delà de l'intellect, hein, avec tous les combats des religions, des croisades, des remises en question, et des mélanges de races ont fait de la France une terre d'accueil. Mais elle ne peut pas accueillir tout et n'importe quoi non plus. Néanmoins, si nous sommes actuellement à la fin d'un cycle et où tout se révèle et où le nettoyage est en train de se faire en profondeur, tout est révélé. Et ce qu'on est en train de vivre, gouvernement, machin, comme ça, et quand on voit la Chambre des députés, le Sénat, tous ces machins-là, c'est affligeant de bêtises enfin bref, sans commentaire, je ne ferai pas de commentaire. Je les plains parce que il est important de nous, vous êtes extraordinaires, mes petits chéris, parce que vous aidez à l'évolution, à la transformation, de se remettre en question autrement que dans l'interdit, que dans la punition, que dans la menace, que dans quand je regarde YouTube, c'est rare, hein, mais je défile les images à toute vitesse, il n'y a que des drames. On fait peur à tout le monde. Personne n'est valable. On est tous des crétins sans... Ça suffit, ça suffit. Ayez confiance en vous. Vous êtes les jardiniers. La France, c'est votre territoire et c'est elle qui va amener l'esprit. C'est pas
L'incarnation, c'est l'esprit différent d'aimer et d'aimer vraiment, la joie, la communication, le partage, voilà. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, et vous le savez aussi bien que moi, la langue française est appelée la langue des oiseaux. Vous savez pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons, mais on est curieux d'entendre la tienne. Parce que c'est la seule langue qui se parle dans le monde avec la langue entre le haut et le bas. Quand vous regardez un oiseau chanter, vous voyez sa petite langue entre le bec, les deux morceaux de Le bec. Eh sifflement. bien, la langue française, quand vous parlez, elle roule dans la bouche entre le haut et le bas, comme les oiseaux. Et donc, sa vibration est de haut niveau dans les champs vibratoires de l'univers. Alors que l'anglais, c'est the. On anglicise tout pour descendre le champ vibratoire. L'espagnol, c'est re. L'arabe, c'est re. L'allemand, c'est re. L'italien, c'est ra. L'indien, c'est ra, etc. Les asiatiques, c'est pring pring. À chaque vibration d'une langue, vous descendez ou vous montez d'un rang. Et la langue française est la plus haute dans l'univers. Donc, arrêtons d'angliciser toutes les choses, je vous en supplie. Restez dans cette belle langue merveilleuse qui est la langue des oiseaux. Arrêtons de nous détester, de nous autoflageller aussi. Je suis d'accord, mais par contre, je dois te confier quelque chose, Alexis. Je suis encore en France suite à l'incarnation de mon petit, qui a 5 ans. Je suis séparé de mon ex-compagne, je n'ai pas le choix, mais j'aurais suivi le son des trompettes, je me serais expatrié, j'aurais fait comme tout le monde. On est dans un pays en pleine déliquescence. D'un point de vue fiscal, c'est un enfer. On est le pire pays de l'OCDE, voire du monde. On nous parle d'acquis sociaux, mais tout est en pleine putréfaction. Là, les chiffres sont tombés, par exemple, pour les temps d'attente dans les hôpitaux. La région la mieux dotée, c'est 10 heures d'attente. Dans certaines régions, c'est 170 heures d'attente pour les hôpitaux. On a une violence. Bon, on parlait aussi effectivement de terre d'accueil, mais là, bon, même les plus modérés viendront à ouvrir les yeux là-dessus. Je veux dire, il n'y a aucun respect des OQTF. Il y a une sorte de détestation de la nation qui donne d'ailleurs, qui prête le flanc à l'extrême droite et aux idéaux nationalistes. Hélas, on a envie de dire, mais on a en face des ONG, des associations, des corporations qui font tout pour nous mener vers cette haine, et on se demande en quoi nous sommes chanceux d'être français aujourd'hui, très sincèrement. Je dirais ceci: aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. On est maître et artisan de nos vies. On a fait en sorte de nous protéger, surprotéger pendant des années parce que la chance sociale, socio-économique qu'on a eue pendant un certain temps après la guerre. Moi, j'ai connu la guerre. J'ai connu les bombes sur la tête. Mon père était militaire et j'ai connu l'Algérie et la fin de l'Algérie et les attentats. Et quand j'entends parler des attentats là maintenant, je peux vous raconter des choses que j'ai vécues. J'avais 10 ans et qu'on ne raconte pas ici. On ment tout le temps et on ment pour monter les gens les uns contre les autres, les maintenir dans la peur et leur couper les vivres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire débrouille-toi, prends-toi en main. Comme je l'ai fait après la liquidation de l'entreprise, on m'a tout volé, j'avais plus rien, je n'avais rien, on m'a tout saisi. Et pendant 10 ans, j'ai eu des huissiers qui étaient des huissiers véreux qui venaient devant la porte parce que là où j'habite, ce sont mes fils qui m'ont aidé à avoir une maison, c'est pas moi. Eh bien, des huissiers véreux qui venaient pour me demander des sommes que je ne devais pas. J'étais dans une peur permanente parce que tous les mois, j'avais un huissier qui venait me raconter: vous devez 15 000 francs, 100 000 francs, 30 000 francs, etc. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux est arrivé alors que j'étais en train de bricoler et que j'avais ma perceuse à la main comme une arme, voilà, et qui me dit: vous êtes madame? Je dis non. Mais vous n'êtes pas? Non. Et alors qu'on répond en général à son nom. Je dis: mais qu'est-ce que vous venez faire là? Huissier de justice, madame. Je cherche madame Alexis Ambre. Qu'est-ce que vous lui voulez? Alors, il me dit: bah, puisque vous n'êtes pas madame Ambre, je dis: non, mais vous avez un rendu de justice à me montrer? Et il est parti. Là-dessus, j'appelle mon fils cadet, qui est journaliste, et je lui dis, qui rigolait parce que c'était l'heure du JT, et je lui dis: voilà, j'ai dit que madame Alexis Ambre était dans l'Alzheimer. Il a rigolé en me disant: je suis sûr qu'il t'a pas cru. Et il m'a rappelé après, il avait pris les renseignements sur le fameux huissier en question. La société d'huissier était liquidée pour malversation. Et donc, on se sert des faibles, des petits, des machins, on vous raconte n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Vous savez, mes petits chéris, moi, j'ai 600 € de retraite.
Les gens pour qui j'ai travaillé pendant des années ne m'ont jamais déclaré alors qu'ils me donnaient des feuilles de paye avec le prélèvement de la sécurité sociale dessus. Eh bien, j'ai 84 ans et grâce à ceux qui m'aident en consultation, je vis. Je vis juste ce qu'il faut, mais je vis. Mais je ne dépends plus de personne. J'ai pas de subvention, j'ai pas d'aide, et je m'en fous. D'accord? Alors, c'est pas facile d'arriver à ça. C'est pas facile. Mais de monter les uns contre les autres, ça fait partie d'un pouvoir unique mondial. Je prêche pas le faux pour en savoir le vrai. Si vous avez lu le livre jusqu'au bout, il y a un message qui dit votre terre souffre de vos morts, vos mots, vos Oui, hésitations, on votre reviendra sur ce vulgarité. message. On va l'évoquer en Voilà, fin d'émission. Il est très voilà. important. Oui. Tout est dit. Tout est dit, on est dedans. Là, on est dans la fin d'un cycle. C'est à nous maintenant de nous adapter, d'arrêter de dire oui, mais machin. Il faut, ça va se terminer par une révolution parce que enfin les gens vont se réveiller et on reviendra à quelque chose de plus logique. Voilà. Mais il faut aller jusqu'au bout pour renaître. Il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup et pas se révolter parce que la révolte amène des champs vibratoires qui les servent. Ils s'en servent. Alors, il arrive parfois qu'on ait le sentiment de ne pas être dans la bonne famille, étranger dans son camp, Oui. comme tu dis. À quoi cela tient-il? Alors, j'ai un exemple que je cite souvent aux personnes à qui je dis ça. Il y a des milliers d'esprits qui vont s'incarner en même temps. Hein, il y a des gens qui naissent en même temps, donc qui ont les pieds dans les starting blocks, là-haut dans la lumière, auprès des esprits que j'appelle les anges habilleurs de théâtre, hein, les habilleuses de théâtre qui nous ont aidés à apprendre notre rôle. On est tous là, les pieds dans le starting block, et on attend que nos petites étoiles qui vont incider sur nos comportements, puisque chaque planète a son caractère fondamental, soient prêtes pour que ça fasse plof. Or, au moment où ça fait plof, on est des milliers à descendre en même temps, comme les gouttes de pluie. Et dans les gouttes de pluie, eh bien, parfois, il y en a certaines qui se heurtent entre elles et qui atterrissent dans une flaque où elles n'auraient pas dû aller. J'essaye de me servir de cet exemple-là pour être le plus clair possible. Et alors, dans ce cas-là, c'est obligé d'improviser, de s'adapter et on ne se sent pas à sa place. Ça, c'est clair. Tu en parles aussi pour les handicapés mentaux, en l'occurrence? Oui, c'est ça. Alors, il y a ceux aussi qui viennent handicapés pour obliger certains parents non pas à se sacrifier pour eux, mais les parents ont choisi un enfant handicapé et l'enfant a accepté d'être handicapé pour que les parents règlent des comptes avec des mémoires passées où ils ont plutôt été complètement indifférents au handicap de l'enfant qu'ils avaient dans le temps. Voilà. On vient toujours rectifier, améliorer, etc. Hein. On vient faire des retouches. Et pourtant, personne dans l'invisible ne nous oblige à venir ou revenir. Jamais. Jamais. D'ailleurs, même on est prévenu. Attention, tu sais, une fois que tu seras en bas, tu as oublié ce que c'était que d'être dans l'enfermement. Tu as oublié ce que c'était que d'être dans le mental. Puisque à chaque vie, on oublie. On oublie. Quand on arrive de l'autre côté, la première chose, quand je suis arrivée de l'autre côté, j'étais vivante, mais je n'étais plus Alexia, je ne savais pas qui j'étais, et j'ai même pas cherché à savoir qui j'étais. J'étais. On est. Et d'une vie à l'autre, on est. Et c'est quand on regarde ses rushs et sa vie défilée que l'on découvre qu'on a vécu sur cette terre-là. On a peut-être fait autre chose ailleurs, sur d'autres planètes, mais on n'est pas dans la compréhension de ces autres planètes. Donc on ne va pas, je vais pas vous les expliquer là maintenant, mais moi j'ai vu que j'avais vécu ailleurs, et il y a d'ailleurs plein de gens qui vivent ailleurs, hein, avec qui je suis en contact aussi. Mais l'amnésie est nécessaire pour avoir le courage d'assumer ce qu'on a choisi de jouer. Il faut du courage, c'est héroïque la vie sur Terre. Quand on arrive de l'autre côté, on est pris dans les bras, on n'est pas puni, on reçoit pas, on n'est pas comme faisaient les bonnes sœurs dans le temps de me punir à genoux sur le carrelage, la tête sur les mains sur la tête pour répéter sans arrêt que j'étais une pédante parce que j'avais fait une farce et que ça n'avait pas plu à la bonne sœur. Hein. Donc non, c'est pas comme ça. De l'autre côté, on est accueilli à bras ouverts. On dit alors quoi? Eh ben, t'arrives de la terre. Ah bon? On se souvient même pas de ça. Des malheurs qu'on a traversés. Et ben oui, regarde. Et là, on regarde donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on voit défiler tout ce qu'on a. Et comme quand Francky dansait, je donne un simple exemple. Quand Francky dansait sur scène, elle répétait ses claquettes, parce que vous l'auriez vu, elle faisait West Side Story en claquettes. Alors, donc je la regardais, moi j'étais complètement émerveillée. Elle descendait de scène, elle me fait ah là là, je suis pas contente de moi parce que là, tu vois, je devais faire un piqué plat et j'ai fait qu'un plat, j'ai pas fait le piqué. Ah bon? Moi, j'avais rien vu du tout. C'était parfait.
Mais ça me fait penser aussi à cette invitation de légèreté, alors que toi, tu es en train de vivre justement pendant l'établissement de cette école, un petit peu le chaos, hein, pour ne pas dire beaucoup, Oui, le fond du trou, ouais. où tu reçois sous l'impulse de ta sœur Ned, sous forme de message qui dit: «Ne croyez pas que votre vie soit si sérieuse, qu'il faille souffrir d'être. Vous êtes sublime et vous imaginez devoir, devenir parfait, c'est faux. Riez, pleurez, aimez, dansez, chantez, vous ne prenez pas au sérieux». Ça me fait penser à ce qu'on était en train d'évoquer aussi, dire: «Oh, c'est quand même pas facile la France» et cetera et puis là, on vit des choses qui sont dures et c'est Et sérieux quoi, tu vois? C'est: «Oh, c'est dur, c'est sérieux» et ce message qui vous a permis sans doute de, ouf, bah, d'émaner autre chose et de prendre un petit peu plus de hauteur, hein, face à ces fatalités et en même temps, tu l'as évoqué rapidement, je voulais aussi le mettre un petit peu en lumière. Tu fais cette distinction au niveau de l'esprit entre le perfectionnisme et ce que certains pourraient appeler le masochisme et je voulais que tu t'exprimes un petit peu justement sur cette, différence. On l'a vu rapidement, mais peut-être pour encore mieux enfoncer le clou, hein, par rapport à ces croyances qui nous malmènent. oui, encore une fois, je reviens à la terre est une école avec des petites âmes, des âmes moyennes, des âmes jeunes, des grandes âmes. La vieille âme, ben, elle lâche prise par rapport à tout ça, elle est pas masochiste, elle vit l'instant. L'âme moyenne, elle cherche la perfection, elle cherche à aboutir tous ces examens de conscience, j'ai bien fait, j'ai mal fait, et cetera. Voilà, et dans l'aiguillation reçue, on doit toujours bien faire, il y a qu'à, faut que, tu ne mérites pas, et cetera. On s'en met des kilos. Et puis, il y a le masochiste qui est venu s'incarner pour payer certaines gloires et pouvoirs qu'elle a eu avant et qui s'auto-flagelle en passant pour le martyr de la civilisation et qui ne veut surtout pas évoluer et avancer parce qu'il aime bien avoir mal. Et puis, il y a celui qui, au-delà de gémir, n'est pas capable de s'auto-guérir parce que, quelque part, il se complaît aussi dans cet état d'être de malheureux de la planète, quoi. Voilà. Donc il y a tout, il y a tout. Il faut les laisser faire. Et le jour où ils partiront, ils prendront conscience de ça là-haut, ils mettront leur cassette dans l'appareil, ils regarderont les films défiler, et puis ils diront mais pourquoi j'ai été comme ça? Donc le masochiste, ben il y a aussi une question d'orgueil, parce que le masochisme c'est lié à l'orgueil. Et tant qu'on n'aura pas triomphé de cet ego monumental, eh bien, on continuera de souffrir. Il ne faut pas avoir d'ego, c'est pas facile. Il faut l'ego, on doit avoir l'ego pour comment dirais-je, survivre, puisque la terre est une bataille quand même, hein. C'est un jardin, d'accord, mais il y a des fourmis rouges, il y a des serpents venimeux, il y a des plantes carnivores et il faut savoir les éviter. La vie, c'est ça. Mais bon, elles existent, donc on est obligé de passer au travers, on fait du slalom et quand on fait le bilan, on est content d'avoir réussi à arriver à l'arrivée, voilà. Mais le masochiste, lui, il aime bien avoir mal, il aime bien juger, il aime bien condamner, parce que c'est une jeune âme. Les jeunes âmes, elles sont tout le temps dans le reproche, c'est jamais ça, quoi. Et la perfection n'est pas sur terre. On cherche le parfait, la perfection n'est pas sur terre. On vient pour connaître l'imparfait et arriver à trouver un parfait en soi. Le parfait en soi, c'est lâcher prise. Ah ben c'est bien, il fait beau aujourd'hui, c'est beau. Ah ben il pleut, ben la terre en a besoin. Ah ben il fait humide, ben oui, ben je vais me couvrir. Voilà. Mais arrêtez de se dire: «Ah mon Dieu, c'est épouvantable, c'est épouvantable, c'est épouvantable». Eh ben écoute, tant pis si tu as mal, tant pis. C'est pas manquer de charité ou de compassion. C'est pas non plus du fatalisme, c'est voilà. On a déjà évoqué succinctement cette question, j'aimerais revenir dessus. Certaines naissances posent problème, des enfants décèdent quelques minutes avant de naître, d'autres au bout de 3 ou 4 mois d'existence. La mort subite du nourrisson, qui est capable d'en expliquer les raisons? Est-ce voulu? Est-ce une leçon imposée aux parents? Alors, il y a d'abord plusieurs choses. Il y a effectivement, quand on vient sur terre, on a un début de scénario, puis il y a une fin de scénario, comme il y a un début de livre avec une préface, première vie, deuxième vie, 10 000 vies, et on arrive au mot fin. Et il y a des enfants qui viennent sur terre et qui viennent mettre juste le point du i sur le mot fin de leur propre scénario. Donc quand les parents là-haut, on est d'accord, je viens que pour un mot, mais ils oublient totalement, une fois arrivés sur terre, que de perdre un enfant, c'est un chagrin épouvantable et qu'on s'en remet pas. Parce qu'ils ont oublié que ils étaient d'accord pour que l'enfant ne vienne que 4 jours ou 4 mois. Voilà. Bon. Mais dans la mort subite du nourrisson, il y a autre chose qu'on m'a expliqué de l'autre côté. L'enfant, quand il dort, fait des apnées respiratoires.
Et comme l'enfant est relié au monde d'en haut beaucoup plus qu'il est relié au monde d'en bas, il n'est pas encore totalement incarné, pendant ses sommeils, il est avec ses anges. Il vit le haut, il vit le bas. Et parfois, il part tellement loin qu'il a du mal à revenir. Comme moi, dans mes trans, j'ai toujours besoin de patients qui est témoin de mes départs. Si je lui dis, alors que je suis en transe, rappelez-moi parce que je fous le camp trop loin et que je risque de faire un arrêt cardiaque, la personne doit me rappeler avec autorité en me disant, Alexis, tu reviens. Voilà. Donc, l'enfant n'a pas de repère, c'est un bébé, il est en haut plus naturellement qu'il est en bas, et dans une apnée respiratoire, il fait un arrêt respiratoire, et comme personne ne s'en rend compte, puisqu'il est dans son sommeil, il fait dodo, eh bien, l'enfant est parti, et il a fait l'aller-retour avant même d'avoir eu le temps de savoir qui il était. Et puis, il y a des enfants qui viennent pour des courts moments, parce qu'encore une fois, ils ont juste un chapitre à terminer avant que de terminer le livre. Ils ont la conclusion parfois à faire. Le problème, c'est le survivant du départ d'un enfant qui, lui, va vivre une épreuve qui va l'obliger à grandir aussi. Parce que la mort d'un être cher, et particulièrement d'un enfant, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est particulier, mais quand on a mis un enfant au monde, c'est épouvantable, l'arrachement. Bien souvent, ça a été choisi aussi parce que, ou dans une autre vie, on vient payer, c'est pas le terme non plus parce que j'aime pas toutes ces expressions faites à l'avance, mais on a choisi un passage très court où on va faire un boulot ensemble pendant quelques années, et puis quand le boulot est fini, on s'en va, on sort de scène. Seulement nous, on a oublié qu'on avait fait ce choix de sortie de scène, rentrée de scène, tel acteur rentre à tel moment, d'autres sort, et un autre vient remplacer. Et il en va de même pour les amours, il en va de même pour les rencontres, il en va de même des personnes qui sont accrochées à leur mari ou à leur femme, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Non, dans l'univers, il n'y a pas de mariage, hein, on s'aime, on se croise. Voilà. Mais et sur Terre, on a choisi des passages où pendant 10 ans, on va vivre avec telle personne, et à un moment donné, on va se séparer parce que l'un a avancé plus vite que l'autre dans son école et n'a plus rien à dire à l'autre. Ça me fait penser, Tamara, je suis désolé, mais je dois la poser cette question. On a fait une émission très récemment sur le sujet des flammes jumelles, thématique ô combien au devant de la scène, très contemporaine et très à la mode, si je puis dire. Et la théorie est simple, hein. C'est une âme qui est séparée en deux, à travers deux incarnations différentes, donc d'un sexe opposé ou non, hein, d'ailleurs, mais qui se rejoint à travers une relation amoureuse sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, c'est un peu vrai, mais ça se passe autrement. C'est-à-dire que quand la molécule ADN, c'est yin et yang, on est plus et moins. Oui. Dans l'univers, ce plus et moins ne font qu'un. Le seul moment où le plus se sépare de son moins, c'est dans l'incarnation. Alors très récemment, j'ai eu un début de message, je voudrais pas trop vous en dire parce que c'est comme une sorte d'initiation, mais en même temps, puisque vous posez la question, je vais en parler. On m'a expliqué pourquoi le yin s'était séparé de son yang pour venir sur Terre. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, dans l'univers, la Terre était en création, c'était une toute petite boboule, un tout petit saphir extraordinaire, puisque la Terre est issue d'une goutte d'eau qui s'est transformée en cristal, hein, c'est le dodécaèdre, et puis petit à petit est devenue la planète qui est la nôtre. Bon, donc quand elle était en création, elle était d'une fragilité extraordinaire, et un jour, une de ces molécules yin et yang se penche pour regarder cette petite planète en création, et la voit si fragile que la part féminine, le yin, se penche pour la prendre dans ses bras, pour la serrer comme une maman sait le faire, puisque la part féminine est mère avant tout. Elle prend cette entité, ce qui l'arrache de son yang, et l'arrache de son yang qui reste dans le cosmos, et qui finit par la rejoindre à un moment donné, et c'est ce qui va créer ce premier travail sur l'esprit qui est obligé de se consolider et prendre une apparence, et qui crée aussi la légende d'Adam et Ève, le reproche qu'on fait à Ève d'être la pécheresse qui a été prendre la pomme, et qui, en fait, la pomme, c'était la terre, elle venait la prendre dans ses bras pour la bercer parce qu'elle était en croissance et que c'était un petit bébé.
Depuis, les esprits s'incarnent en se séparant. Le yin se sépare de son yang, on appelle ça pas l'expression flamme jumelle, ça n'existe pas de l'autre côté. Je suis désolée de dire ça à tous ceux qui parlent de ça. Il y a les jumeaux et il y a l'âme compagne. L'âme compagne, c'est le yin et le yang dans une même matrice, et je le dis dans mon premier bouquin, je fais la matrice comme un ovale, yin et yang qui se séparent. L'un peut s'incarner aux États-Unis et l'autre rester dans la lumière, comme le un va s'incarner aux États-Unis et l'autre en France, et ils mettront plusieurs vies avant de se retrouver. Alors, ils se chercheront toujours parce qu'on est amputé de l'autre moitié. On est toujours à la recherche de l'autre moitié. Alors, on aura des cousins germains, on aura des sosies, on est toujours à la recherche de ce qui manque. Et puis, dans la matrice cosmique, il peut y avoir 2 yin et 2 yang. Donc ça, ce sont des jumeaux cosmiques, et ce sont 2 yin et 2 yang. Et parfois, on peut retrouver sur Terre, si on est yin, retrouver son yang jumeau qui n'est pas son yang âme compagne. Il faut différencier les choses. Alexis, moi, je reste quand même un tout petit peu sur ma faim, sur cette notion justement d'accès à de l'information entre généalogies. On est dans une période où on a accès aussi à des pratiques comme la constellation familiale, comme le travail sur les mémoires cellulaires, qui nous permettent quand même de faciliter, on va dire, le passage sur Terre dans cette vie-là. Ça nous permet quand même de mettre en lumière, de dénouer des nœuds psychologiques, des nœuds identitaires, des nœuds émotionnels. On le voit dans ton ouvrage avec les différents liens. Alors, c'est une pelote de laine, hein. C'est difficile pour nous d'appréhender, en fait, mon petit-fils était mon grand-père, etc., etc. Mais quand on a accès à l'information, c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile de s'apaiser, d'être plus dans de la sérénité, voire même d'accompagner ces différentes âmes avec lesquelles on vient jouer sur la pièce de théâtre. C'est quoi ton regard, justement, sur ces nouvelles approches? Alors, d'abord, si on reprend simplement le début de notre conversation, pendant des siècles et des siècles, on nous a installés dans l'ignorance, et on a cru à tout ce qu'on voulait bien nous raconter, puisque on avait besoin de la source, de la nourriture de ce que l'on appelle Dieu, et quels que soient les mondes, les pays, on a toujours été à l'évocation des dieux, on a toujours besoin de se relier au monde d'en haut. Bon, donc pendant des siècles et des siècles, on n'a entendu que des fadaises. Et puis là, on rentre dans une période de changement et d'évolution de conscience qui va permettre à l'homme, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 15 000 ans de retard sur notre évolution de conscience. Donc, des esprits se sont incarnés. Je reviens encore une fois sur la notion Terre, école, se sont incarnés pour être des enseignants. Et dans les enseignants, il y a plusieurs niveaux et qui vont utiliser un langage, les âmes ascensionnées, les machins comme ça, parce que c'est entendu du vulgaire Pékin, et c'est pas péjoratif quand je dis vulgaire Pékin, parce qu'il sait pas, alors il écoute ce qu'on lui raconte, parce qu'on a besoin en même temps de magnifier les choses, de les sublimer, de les élever à un niveau machin, alors que tout est simple dans l'univers. Mais ce sont des enseignants, donc ils viennent dans une période de changement important. Et là, encore une fois, je reviens sur un message que je transmettrai bientôt. Donc, on m'a expliqué qu'il y a celui qui vient pour lire le mot, à celui qui peut entendre, comprendre, interpréter le mot, afin de le transmettre à celui qui peut entendre et interpréter le mot. Il y a celui qui vient apprendre et qui sait lire la phrase, à celui qui peut lire, interpréter, comprendre la phrase, et à transmettre à celui qui peut entendre la phrase et lire la phrase. Il y a celui qui lit le chapitre, à celui qui est capable de comprendre le chapitre et le transmettre à celui qui peut comprendre le chapitre. Et il y a celui qui lit le livre entier. Rares sont ceux qui lisent le livre entier. Et ça, voilà. Donc la Terre est école. Donc il y a des élèves il y a des professeurs, des instituts de maternelle. Il y a primaire, secondaire, terminale et agrégé. Et chacun a sa méthode, son fonctionnement et son langage pour être entendu par des gens qui n'ont pas reçu l'éducation qui leur permet de comprendre plus haut. Voilà, c'est tout. Mais tu le précises toi-même, hein, dans le temps, nous avions des oreilles attentives à nos mots, nos aïeux, forts de leur expérience, le curé à la confesse, le notaire ou le médecin de famille, détenteurs des secrets de celle-ci. Aujourd'hui, l'individualisme fait rage. Les parents, fréquemment séparés ou divorcés, travaillent et leurs grands-parents sont souvent absents, étant beaucoup plus livrés à nous-mêmes, nos chagrins, nos culpabilités, nos aveux, nos recherches intérieures se vivent chez le psy. Absolument. Est-ce qu'on n'a pas aussi
Ah, un décalage. J'entendais le professeur Didier Raoult très récemment chez Idriss Aberkane dire, et ça fait plaisir d'avoir des scientifiques qui disent ça, que le malheur de notre société contemporaine, c'était d'avoir adopté la science, embrassé la science tout en délaissant la spiritualité. La science, c'est bête. Et sans l'inspiration et l'intuition, la science n'est rien. C'est tout. Et d'ailleurs, Descartes le disait lui-même. Et on dit, j'ai l'esprit cartésien. Alors que Descartes était le plus grand médium que la Terre ait jamais porté. Donc, bien sûr, il a raison, Raoult, de dire cela. La science, elle est idiote et elle est mathématique et terre à terre. Mais c'est très rassurant de faire croire aux hommes que la science est tout. C'est d'ailleurs comme l'histoire. Vous voyez là en ce moment, donc on me dicte nuit et jour et j'en ai la tête comme un conteur l'histoire de Moïse. Et quand je relis ce qui m'a été dicté, parce que c'est nuit et jour, c'est comme Joseph Emmanuel. Moi, ce genre de livre ne m'appartient pas. J'ai pas l'impression d'être l'auteur. Je suis juste le scribe. Vous voyez. Et il me raconte qui était Moïse, etc. Je me suis dit, mais on ne sait rien de l'Égypte. On ne sait de l'Égypte que ce qu'on lit sur les hiéroglyphes. Or, les hiéroglyphes, ce sont des choses spirituelles, divines, des croyances d'antan, mais c'est pas l'histoire du quotidien de l'Égyptien. Hein, c'est pas l'histoire qu'il était malheureux, qu'il avait une dent carriée. Enfin, je m'explique comme ça. Voilà. Et là, on rentre dans le vécu de ces personnages-là, sans parler des dieux, sans parler. Et dans ces temps-là, le clergé de l'époque était tout puissant comme il a été pendant, et il reste encore tout puissant. Quand on voit le pape qui se mêle de politique, mais c'est toujours mêlé de politique, le pape. Il a fait des rois, c'est larbin. Eh bien, si on veut parler dans 2000 ans de notre civilisation, on se basera sur quoi? Sur les ruines qu'on trouvera avec des dessins imprimés et on fera notre histoire en fonction de ce qui est écrit des apôtres, de ci, de là, qui ne sera pas notre histoire. Des vérités historiques ne sont-elles pas cachées au public dans des bibliothèques au Vatican, par exemple? Ah si, je peux vous raconter plein de trucs. Jeanne d'Arc n'est jamais morte sur un bûcher. Elle a vécu jusqu'à 55 ans. Elle a été mariée. Elle est morte d'un cancer. Elle a eu 5 enfants, etc., etc. Mais bien sûr, on nous a raconté plein de trucs. Jeanne d'Arc avait son bras droit, encore une fois, c'était le duc, je me souviens plus, qui a été condamné, était un pédophile acharné, qui violait les enfants et les tuait après, et il était le bras droit de Jeanne d'Arc. Et on nous parle comme un héros, on nous fait des héros avec des statuts extraordinaires, alors ce sont tous des salopards. Voilà, donc bien sûr qu'on nous ment, mais en même temps on ne sait pas. Donc on extrapole, on bâtit des histoires, et pourquoi pas. Donc et ça fait du bien de croire ou de penser que nos rois étaient des saints. Saint Louis, il a signé les papiers avec l'Inquisition pour torturer des gens, et on lui a mis une auréole. Enfin, il faut arrêter, quoi. Comme tu le stipules, tu es un vecteur en fait, tu es une sorte d'outil, d'instrument, et ça te permet de relater, de retranscrire des informations, notamment en rapport à ton dernier ouvrage qu'on attend impatiemment, qui parlera de l'Atlantide et des peuples atlantes, et qu'on attend vraiment avec grande impatience. Ça aiguise notre curiosité. Si je te parle du manuscrit de Voynich, par exemple, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Oui. Est-ce que tu aurais des informations par rapport à celui-ci? Je n'ai aucune comparaison à faire par rapport à ça. Il y a des choses qui se rejoignent, j'en lirai quelques passages. Mais l'histoire de l'Atlantide, en fait, c'est l'histoire, encore une fois, de la façon dont elle a été détruite. Ce qui s'est passé, ce qui a amené cette terre à être détruite. Donc, on la raconte, on raconte le comportement humain des Atlantes, qui étaient des pacifistes, qui avaient largement dépassé l'ego et qui vivaient en harmonie avec d'autres civilisations qui étaient en Phénicie, ce qu'on appelle la Grèce maintenant, etc., parce que la Méditerranée n'avait pas cet aspect-là à l'époque. C'était une mer intérieure, et tous ces gens-là vivaient en harmonie, commerçaient en harmonie, ne se faisaient pas la guerre. Et puis, il y avait une civilisation naissante qui était la nôtre, qui était barbare, qui enviait ces pays-là, comme un Poutine qui veut l'Ukraine, comme Monsieur Trump qui veut le Groenland. Enfin bref, tous ces crétins finis qui se prennent tous
pour des dieux et qui disent que Dieu leur parle. Mon Dieu, je les plains. Mais en même temps, ils sont venus pour ça. Ils sont venus pour provoquer l'humanité et les obliger à se remettre en question. Je vous raconte donc l'histoire d'un groupe d'hommes qui se trouvent confrontés à des ennemis venus d'ailleurs, qui sont primaires, violents, barbares et qui veulent tout prendre parce que ce peuple-là qui possède tout, ben, il l'envie. Donc, eux, ils sont dans la phase de leur incarnation, dans l'envie de posséder. Donc, ils vont posséder à leur manière avec leur barbarie. J'ai eu beaucoup de difficultés d'ailleurs à écrire le passage des barbares parce que m'était très difficile de parler de violence et j'ai dû demander à mon fils cadet, donc ce journaliste qui écrit aussi, de me donner un coup de main en tant qu'homme, parce que les hommes ont une autre façon d'exprimer la bagarre, et un petit garçon, quand il naît, il est déjà tout de suite en train de se bagarrer, alors qu'une fille, elle joue à la poupée. Donc, c'est en l'homme, ça, la bataille. Et ce qui est assez merveilleux, c'est qu'il m'a personnaliser ces personnes exactement comme je le voulais, ce qui a fait dire d'ailleurs à mon très cher éditeur que quand on lit ce passage-là, on ne se rend pas compte qu'il y a deux auteurs. Parce que je dis, il veut pas que son nom soit cité parce qu'il dit que c'est un bouquin qui m'a été dicté, mais il a la même essence, la même façon d'exprimer les choses, et c'est assez étonnant. Donc on parle de ces personnages-là, on parle de ce qu'ils ont été obligés de faire pour. Ils savaient qu'ils arrivaient à la fin de leur cycle des 25 000 ans d'évolution de conscience de la Terre, puisque la Terre évolue sur 25 000 ans, et que cette nouvelle société qui arrivait, elle était à ses débuts et qu'elle venait détruire. Ils le savaient d'avance. Donc, ils ont dû prendre des décisions qui leur coûtaient pour pouvoir annuler définitivement la planète, ce qui a entraîné un processus de destruction terrible. Vous lirez le bouquin. Et c'est en 3 phases. La deuxième partie, eh bien, ils expliquent l'évolution des cycles avec les 25 000 ans. La Kundalini cosmique, qui est l'échelle de Jacob avec tous les... on démarre du Sagittaire et on va au Capricorne. Là, actuellement, on est en Verseau et on va vers le Capricorne, on comprend pas, nous, dans notre astrologie, en général, on part du Capricorne et on va au Sagittaire. Eh bien, là, c'est l'évolution contraire. L'évolution, c'est de retrouver le Capricorne, qui est un signe de connaissance, de savoir, de rectitude et de sagesse, hein. Et le Capricorne, donc, c'est le début, c'est la fin des cycles, et les Atlantes avaient atteint la fin du cycle de leur propre expérience de vie. Ils avaient des milliers d'années d'incarnation derrière eux. Et dans la deuxième partie, donc, on explique tous ces cycles, la montée de la Kundalini cosmique au travers des planètes. C'est très intéressant et très passionnant parce que ça explique tout. On comprend qui on est, quoi, pourquoi. Et je crois que la troisième partie, quand je descendais en voiture dans le sud-ouest, un jour, Francky, qui était à côté de moi, avait ses petites médailles, baptême, un petit dauphin en or et puis une petite pierre en turquoise autour du cou, et ça glinguait comme ça. Et elle me dit, ah, bah, ça ferait un beau titre pour une histoire d'enfant, l'enfant, la turquoise et le dauphin. Et alors que j'étais au volant à 130 à l'heure, d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu parler à haute voix. Francky a eu que le temps de sortir un bloc, parce qu'elle a toujours un bloc et un stylo avec elle, parce qu'il m'arrive plein de trucs. Et on raconte l'histoire de Nicolas, qui était enfant roi d'Atlantide. Et on raconte très belle histoire de cet enfant. Et j'ai pensé que comme on parlait d'un désastre de destruction, je pensais aussi que c'était bien à la fin de terminer par une petite histoire pour enfants du Petit Prince de l'Atlantide. Donc vous verrez, c'est génial. Encore un petit peu de patience, Rudy. Oui, on a hâte. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas, nous, à terme de ce cycle de 25 000 ans actuellement? Alors, on est à 20 000 ans de conscience. Le signe du Verseau est à 20 000 ans. On a encore 5 000 ans. Alors attends, on est en retard de 15 000 ans. On est dans le signe du Verseau, verseur d'eau qui lave les plaies de la terre, d'accord? Donc, on vient de commencer, on a un tel retard que y a eu une précipitation d'âmes comme vous, comme d'autres dont vous parliez tout à l'heure, et moi avec vous, de faire avancer le schmilblick, hein. On réveille, il faut avancer, il faut rattraper le temps perdu. Or, on est seulement depuis 35 ans vibratoirement dans l'ère du Verseau. On a encore 2060 ans de Verseau à accomplir dans l'éveil de conscience pour rentrer dans le Capricorne, qui est le début de l'éveil total
de l'âge d'or où les hommes sont pendant 5000 ans dans cette ouverture de communication, de bonheur, le paradis sur terre, tout en étant incarné. On montera voir nos décédés, on les pleurera plus, on n'ira plus voir des médiums plus ou moins farfelus pour avoir la communication avec le décédé. Il y aura plus de limite. On sera en haut et en bas. C'est ce qu'avaient atteint les Atlantes. Et ça, c'est pas avant Kate Mill, enfin bref. On n'y est pas. 4000. Ouais. Non, on n'y est pas encore. Là, c'est beaucoup de patience, pas qu'un petit peu. Voilà, donc on est en maternelle et vous, mes petits-enfants, vous êtes les instits qui vont faire passer les élèves de maternelle à la primaire. Et quid du passage en 5D dont tout le monde parle, d'un passage imminent? Eh ben, la planète, on est en cours, non, c'est pas la 5e dimension, c'est dans la 6e dimension. On était le cul entre deux chaises, entre la 5e et la 6e, on rentre dans la 6e dimension qui tend vers la 7e dimension. Le Capricorne étant la 7e dimension. Donc c'est plein d'espoir. Ça soulève une autre question. Quand on arrivera à la fin de ce cycle de 25 000 ans, on sera en quelle dimension? Ah ben là, on partira dans les étoiles faire autre chose, dans un autre univers, là où on aura envie d'aller. Et si on a envie de se retrouver, si toi, tu dis, eh ben, il y a la planète Schmilblick qui vit autre chose, fait autre chose, parce que ben, j'ai envie d'aller m'expérimenter. Si Tamara dit, ah ben, j'y vais aussi avec toi, et moi, je te dis, eh ben, écoute, on se retrouve là-bas, on prendra un rôle, ça sera bien différent. Mais les systèmes de vie, la Terre est unique dans son genre. Elle est unique dans l'enfermement d'un corps, alors que de l'autre côté, dans toutes les planètes habitées, on est. Moi, j'avais eu un message assez intéressant il y a 30 ans pour une dame qui avait des rêves récurrents où elle recevait plein d'énormes cailloux sur la tête et sa psy n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait, la psychanalyse. Donc, on nous a raconté qu'il y a 200 millions d'années, et il y avait une énorme planète 10 fois grosse comme la Terre, qui avait 2 lunes. Les habitants étaient des géants qui étaient ouverts à la conscience totale et qui visitaient l'univers du début jusqu'à la fin avec des fusées, des machins, des trucs et tout, et qui se téléportaient, qui se télépathaient, pat. Et puis, une des lunes est rentrée dans le champ gravitationnel de la dite planète et comme tous ces scientifiques savaient que la catastrophe était imminente, on a expatrié, on a exodé toute la civilisation pour aller sur d'autres planètes qui avaient été repérées dans tous les voyages intersidéraux. Et la planète la plus lointaine qu'ils avaient plus ou moins bien explorée, c'était la planète Terre. Et ils sont arrivés, donc 3 fusées sont arrivées sur la planète Terre, une dans ce qui est maintenant Tuananko et qui était à l'époque une vallée, puisque c'était l'ère secondaire, une qui est arrivée en Centrafrique, chez ce que l'on appelle au niveau des peuples Dogon, et une qui est arrivée en Inde. Il y avait à peu près une centaine de passagers dans chaque vaisseau, avec peu de femmes et peu d'enfants. Il y avait des chevaux et des chats. Les chevaux, pur sang, viennent de cette autre planète, et les chats aussi, puisqu'on dit que le chat est complètement médiocre. Bon. Donc, ils sont apparus. On dit aussi qu'il y a 200 millions d'années, il n'y avait pas de population. Faux. La population terrestre est de peau noire. La Terre appartient aux Noirs. Enfin, quand je dis noir, c'est pas du tout péjoratif, entendez bien, la peau brune. Et donc, ils vivaient de façon très difficile, bien sûr, dans un monde en explosion avec les volcans, les dinosaures, et les mammouths et compagnie. Et ils ont vu arriver ce vaisseau avec des êtres complètement magiques, mesurant 2,50 m, d'où la légende des géants d'ailleurs, hein, mais totalement pacifiques. Ils n'étaient pas là pour aller à la conquête des territoires, hein, ils étaient là pour se sauvegarder. Donc ils ont commencé à aider ces peuples primaires, leur montrer et comment tailler les pierres, puisqu'ils pouvaient les tailler comme ils voulaient, ils pouvaient les soulever comme ils voulaient. Et voilà, ils les ont initiés, mais c'était l'ère secondaire, donc il y avait des tremblements de terre partout et des explosions. Et cette femme que je suivais avait fait partie de ces passagers-là. Et on m'a dit, et donc elle avait toujours l'image imprimée dans sa mémoire de tous ces cailloux qui lui tombaient sur la tête depuis 200 millions d'années.
le temps n'a pas de temps. Et on m'avait dit dans ce message que cette planète avait donc explosé 200 millions d'années, faisant d'elle une supernova qui allait apparaître dans notre ciel au travers des lorgnettes de nos astrophysiciens dans les 2 ans qui allaient venir. Et 2 ans après, pratiquement jour pour jour, oh merveille, une supernova! Il semblerait que ce soit une planète qui était 10 fois grosse comme la Terre d'après son image. Et ben dis donc, elle a mis 2 millions d'années pour nous arriver ici. Donc à chaque fois, j'avais confirmation d'un travail qui avait été fait comme ça. Donc nos civilisations ont souvent divergé. La race blanche est arrivée il y a 200 millions d'années. La race indienne et asiatique est arrivée il y a 100 millions d'années. La race juive est arrivée à peu près il y a 100 millions d'années, puisque ce sont des races qui venaient d'autres planètes. En parlant de messages, on va finir avec les messages qui sont en fin d'ouvrage, qui t'ont été communiqués. On rappelle que ce livre a été écrit il y a plus de 20 ans. Et les messages en fin d'ouvrage sont tout ce qu'il y a de plus contemporain et d'actualité. Donc je me permets de les lire dans leur intégralité. Vas-y. Mais que faites-vous pour que l'on vous aide? Quand la lumière se penche vers vous pour répondre à vos questions, nous constatons que la demande est à sens unique. Vous ne nous donnez pas les moyens de vous aider, puisque vous ne vous aidez pas vous-même. Quelques-uns y parviennent, par un immense travail sur eux, mais, le plus souvent, très peu d'efforts est fourni, très peu de sagesse ou de lâcher-prise face à l'adversité. Votre planète souffre de vos morts, vos mots, vos hésitations, votre vulgarité, votre manque de respect, votre intolérance, vos excès, votre violence et votre barbarie. Elle va réagir par paliers. Des secousses sismiques, de plus en plus importantes, emporteront des milliers de gens. Des petites guerres deviendront rapidement de grandes guerres. Dans chaque pays, les révoltes seront nombreuses. Les habitants chercheront à chasser les dirigeants indignes des missions qui leur ont été confiées. Ils se sont crus rois quand ils auraient dû être humbles serviteurs. Les attentats seront multiples, à l'arme blanche, au corps à corps. Il ne fera pas bon rester dans les grandes cités. Cette escalade de douleur durera jusqu'en l'an 2027 de votre calendrier grégorien. Ces secousses vous obligeront à réfléchir et à infléchir votre façon de voir et de penser. Cette violence nous répugne, vous serez seuls artisans de ce qui se prépare. Alors, vous renaîtrez. À force de larmes, vous résisterez. Vous recréerez la vie autrement. Vos esprits chasseront les mauvaises pensées et chercheront le pouvoir créateur en vous. Vous tendrez enfin les mains à plus petit que vous. Non pour vous donner bonne conscience, mais parce qu'après tous ces malheurs, vous aurez réappris la vie. En un mot, à aimer un autre que vous-même. Alors la terre s'apaisera, le soleil réchauffera, vos yeux verront autrement, plus loin, plus haut. Vous aurez recréé le lien, vous chanterez la vie. Magnifique. Et on parle de 2027, Alexiandre. Il y a 20 ans de ça. Oui, oui, on parle 2027 et ce qui n'est pas dit, c'est et les migrants crûront comme des remords et les enfants d'Allah se vengeront des croisades. Ça n'est pas dit, ça n'a pas été inscrit. Tout ce qu'il y a de plus d'actualité. Mais pourtant, ça m'a été dit. Et c'est ce qu'il y a de plus d'actualité. Ben oui. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. On est artisan de nos bonheurs et de nos malheurs et dans tout ce qui vient, dans ce qui est en train de venir, de ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux événements, à la politique, à ce qu'on veut nous supprimer, etc., etc. C'est la fin d'un cycle. Il faut toucher le fond pour renaître. Ça suffit. Enfants trop gâtés, on exige. Eh ben, il faut qu'on apprenne à être des enfants et qui sont maîtres d'eux-mêmes. Et ceux qui le reçoivent, c'est eux qui se l'accordent et qui se le donnent. Voilà. Et puis aimer l'autre comme on s'aime nous. Hein, on se le dit pas assez. Oui, c'est vrai. Tamara, c'est on a peur de dire. C'est tout ce qu'il y a de plus réconfortant, non? 2027, c'est demain, c'est ce qu'on disait avec Thierry. 2027, c'est demain et puis, puisqu'on est sur les derniers messages, on va finir peut-être sur une note aussi, positive, hein. Si la marche est encore hésitante, elle est. C'est à vous, peuple de la terre, d'apporter cette volonté de changement. Vous le pouvez, vous savez faire et être. Bousculez vos maîtres à penser, cessez d'être des moutons bêlants, désobéissez à la matière. Enlevez le bandeau noir posé sur vos yeux, les larmes de chagrin se mueront alors en larmes de rire. Redevenez les enfants du début, sans inhibition, sans peur du ridicule. Vous êtes dans le mouvement qui vous ramène vers le haut, non par la mort, mais par l'ouverture. Votre esprit est votre maître, hein, et il est votre divinité. Si notre amie a changé après son voyage, comme elle l'appelle, nul besoin pour vous d'en faire autant. Lâchez prise, vivez une mort symbolique, et vous recréez le lien. Les soucis, les difficultés existeront toujours sur la Terre, mais vous les prendrez avec philosophie et humour. Vous constaterez alors que ce qui était difficile est surmontable. Parlez à votre petite voix intérieure, écoutez-la aussi, ne l'ignorez plus.
Vous aurez toutes vos réponses. Cette mutation est en marche, je vous le dis. N'oubliez pas que votre planète est une parcelle du paradis et que vous êtes nos anges héroïques venus pour l'entretenir. Vous priez à l'aide, nous vous prions de nous aider. Soyez la vie. Waouh! Oui, ça donne du baume au cœur. Oui, on va vers du mieux. Oui, 2027, c'est juste demain. Oui, alors il faut quand même pas, Tamara, il ne faut quand même pas ignorer que d'aujourd'hui jusqu'à 2027, on va vivre la fin du cycle, donc ça va pas être facile, mais il faut rester positif. Parce que nous, il nous arrivera rien. On est témoin de ce qui se passe. Hein. Bien sûr, nos vies sont pas toujours faciles, mais bon, le quotidien, hein, on a des rhumatismes, on a mal aux dents, on se tord le pied, on digère pas le repas, mais ça fait partie des handicaps sur la route, parce que la route, c'est toujours jonché il y a des pierres, il pleut, les essuie-glaces tombent en panne. Enfin, ça fait partie du quotidien. Mais ce sont des petits bobos, ça. Il faut arrêter de s'entretenir dans la peur du futur. Le futur est beau, alors que le présent, il est en fin de parcours. J'ai oublié mon sac sur la lune. Amour, épreuve, famille, les ai-je vraiment choisis? Merci encore Alexis Ambre d'avoir été présente avec nous sous format podcast, bien entendu. Oui, ne vous plaignez pas. Le plus important, c'est de pouvoir entendre cet intervenant qui est tout ce qu'il y a de plus fabuleux et extraordinaire et qu'on n'a pas eu la chance d'entendre depuis plusieurs décennies, hein, et qui se faisait très rare sur la toile. Donc on la remercie, on est dans la gratitude infinie. On te réinvitera pour ton prochain ouvrage et pour d'autres thématiques, on l'espère. Merci encore d'avoir été présente. À très bientôt, Alexis. Alors d'abord, pas autant de compliments parce que, encore une fois, sans faire preuve de fausse modestie, je remercie tous les jours le ciel de m'avoir accordé ce privilège de vivre ce que je vis tous les jours, parce que c'est tous les jours une merveille. Parce que chaque fois que je suis en lumière, grâce aux personnes qui me demandent de l'aide, je suis dans la lumière en permanence, et que je suis pas là à me dire je mérite pas, non, j'en suis pas là. Je dis simplement merci à tous ceux qui veulent bien écouter et prendre acte. Soyez simple, simplifiez votre vie, pardonnez-vous d'abord en premier et prenez-vous dans les bras. Et dites-vous aussi, quand vous vous regardez dans la glace alors que vous ne vous aimez pas, qui a le droit de te mettre dans cet état-là? Même pas toi-même, aime-toi. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Alexis, merci Tamara d'avoir été présente également. www.amdessine.com pour nous rejoindre sur la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, bye.